Bonjour, donc. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Stéphane Canu, j'ai le plaisir et l'honneur de présider votre jury. Donc, Monsieur Benka, nous allons vous laisser donc 40-45 minutes pour présenter vos travaux donc, sur les défis des applications concrètes de la classification d'images à partir de peu d'exemples. C'est marqué sur votre slide. Et donc, présentation à la suite de laquelle nous vous poserons quelques questions. C'est à vous. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, je parlais de la classification d'images à partir de peu d'exemples, ce qu'on appelle en anglais et dans la communauté de recherche few shot. C'est une thèse qui a été faite donc, dans un contexte de collaboration CIFRE avec l'entreprise Sicara, représentée ici par Antoine, PH et moi-même, qui est donc une entreprise qui rencontre beaucoup de projets de vision, projets industriels la plupart du temps, et une problématique qui se posait très souvent, c'était qu'on avait peu d'exemples pour pouvoir réaliser de la classification. J'ai dit que ça se produit la plupart du temps. On va regarder quand même un exemple concret pour s'appuyer là-dessus. Alors, on avait donc un client qui est venu nous voir, qui était un site de e-commerce, de bricolage français très connu, et qui voulait faire une nouvelle fonctionnalité sur son site qui était de permettre aux utilisateurs d'uploader une photo d'outil à la maison et de se voir recommander des outils, les mêmes outils. Donc, si on veut simplifier un petit peu le problème, pour qu'on puisse le voir sur la slide, on a une image qui arrive en entrée, on veut classifier parmi scie, tondeuse ou perceuse. Alors, ce qu'on va faire en classification d'images classique, c'est qu'on va prendre un très gros modèle de convolutionnel, un gros réseau de neurones, déjà entraîné, on va le fine-tuner, c'est-à-dire qu'on va faire une petite passe d'apprentissage avec des centaines d'images de tondeuses, de scies, de perceuses. Et avec ce procédé-là, on va s'en sortir très bien, on va avoir une très bonne précision en phase de test, ce qui va nous permettre de déployer notre modèle sur le site web. Le problème de notre client, qui est un problème qui s'est posé très souvent, c'est qu'on n'a pas du tout des centaines d'images à disposition de tondeuses, de scies, perceuses. Notre plateforme de e-commerce n'a pas vocation à accumuler des images. Et donc, si on applique la même méthode, en fait, à ce moment-là, avec ce volume d'images, on va avoir une précision bien plus faible, ce qui, dans notre cas, a été insuffisant pour déployer le modèle en production. Ce qui motive donc ce problème-là, toute une démarche de recherche qui est formalisée dans la communauté sous le terme de few shot learning, c'est-à-dire apprentissage à partir de peu d'exemples. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on le formalise, nous, dans notre communauté de recherche? On prend un support set. Donc, c'est un ensemble support. C'est les images labellisées auxquelles on a accès. Donc, on connaît ces images et on sait que cette image-là, c'est une cible, on a une personne. Donc là, ici, on a ce qu'on appelle three-way, puisqu'il y a 3 classes, one-shot, puisqu'on n'a qu'une image par classe. Ensuite, on a un query set qui s'appelle l'ensemble des requêtes. C'est les images qu'on veut classifier parmi les classes donc, qui sont dans le support set, si tondeuse et perceuse. Donc ça, c'est une tâche de few-shot image classification, donc de classification d'images à partir de peu d'exemples. Pour faire ça, on autorise, donc ça c'est encore dans la formalisation qu'on accepte dans la communauté, on s'autorise à s'entraîner sur ce qu'on appelle donc un base set, un ensemble de bases qui est pour le coup, lui, assez suffisamment grand pour entraîner à partir de zéro un modèle un réseau de neurones. Et donc, il y a beaucoup d'images. Par contre, il y en a une contrainte, c'est qu'il n'y a aucune classe en commun. C'est-à-dire que dans ce gros dataset, on n'a aucune scie, aucune tondeuse, aucune perceuse. Et donc ça, c'est le problème du few-shot learning. Maintenant, il y a deux manières d'aborder le problème qui vont différer selon la manière dont on traite justement le query set, donc l'ensemble des requêtes. Si on décide de dire qu'on classifie toutes les images une par une, donc d'abord tondeuse, perceuse, etc., sans avoir accès aux autres, c'est ce qu'on appelle dans notre communauté la classification inductive. Si par contre, on suppose qu'on a accès à tout le query set à la fois, donc à l'ensemble des requêtes, tout à la fois, et qu'on peut utiliser les informations des unes pour aider à la classification des autres, ce qui est une information en plus, là on dit que c'est de la classification transductive. Un peu de lexique, puisque ça nous sera utile pour la suite. Maintenant qu'on a vu un petit peu la formalisation du problème, on va passer à la méthode la plus utilisée dans la communauté, c'est vraiment la baseline à laquelle il faut se comparer quand on fait un papier de recherche. C'est aussi
le modèle qu'on va déployer en premier quand on commence un nouveau projet industriel de Fuchsia Learning. Ça s'appelle la classification par prototype. Donc, comment ça fonctionne? D'abord, on entraîne sur l'ensemble de base un extracteur de features, c'est-à-dire un réseau de neurones qui prend une image en entrée et les projette dans un espace de représentation. C'est-à-dire que pour chaque image sort un vecteur. Ici, ce sera en 2 dimensions, puisque je vais représenter l'espace en 2 dimensions pour que vous puissiez le voir. En réalité, on est plutôt sur 500 ou 1000 dimensions. Ensuite, on va servir de ce feature extracteur pour projeter toutes les images de l'ensemble support dans l'espace de représentation. Et ensuite, on va prendre toutes les images d'une même classe, on va prendre la moyenne des représentations de ces images, ça nous fait un prototype. Ce qui est le petit pentagone ici, on en a un par classe. Et donc, pour classifier les images ensuite du query set, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les projeter dans cet espace de représentation et de les classifier selon le prototype le plus proche. Comme ça, c'est une méthode qui est extrêmement simple. Elle est d'autant plus simple que j'ai oublié un élément essentiel, c'est comment est-ce qu'on entraîne ici cet extracteur de features sur le base set. Alors, une méthode qui est extrêmement utilisée dans la communauté Fuchsia Learning, c'est ce qu'on appelle l'entraînement épisodique. Donc, ça veut dire qu'on va simuler, pendant l'entraînement sur le base set, des tâches de Fuchsia Learning telles qu'on va les rencontrer au test. Donc, à chaque itération, on sélectionne au hasard quelques classes du base set, quelques images par classe pour faire le support set, quelques images par classe pour faire le query set. On donne à notre modèle l'information du support set, on lui demande de classifier les images du query set, et on l'entraîne sur sa capacité à bien classifier les images du query set, et on recommence, et encore, et encore. Ça s'appelle l'entraînement épisodique. C'est aussi associé à un certain nombre de mots-clés très intéressants, par exemple apprendre à apprendre, ou meta-learning, qui est un buzzword très utilisé. Et ça a été pendant un moment tellement présent, cette manière d'entraîner sur le base set, qui est un choix parmi d'autres, mais ça a été tellement présent que pendant un moment, on le confondait même avec le problème de Fuchsia Learning, c'est-à-dire d'apprendre à partir de peu d'exemples. Donc, vous pouvez rencontrer cette méthode d'apprentissage avec beaucoup de différents termes. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que cette démarche-là, bien qu'elle soit encore présente dans la communauté, a été discréditée donc, sur ses promesses de résultats empiriques bien meilleurs par un ensemble d'études qui mettent en avant que l'entraînement épisodique, bien qu'il soit beaucoup plus compliqué à optimiser, ne fournit pas forcément de meilleures performances que des méthodes d'entraînement plus simples. Donc, il existe là, pour le coup, des milliers de différentes méthodes d'entraînement. Il y a même un domaine de recherche qui s'appelle l'apprentissage de représentation ou la recherche sur les modèles fondation qui est proche d'une autre et qui s'intéresse vraiment à comment est-ce qu'on entraîne un feature extracteur. Voilà. Donc, je vous ai présenté celle-ci parce qu'elle est encore très présente dans la communauté. Mais on va s'intéresser à d'autres pendant la suite de la présentation. Donc, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est une première méthode de Fuchsia, comment est-ce qu'on formalise le problème, maintenant ce qui va nous intéresser, c'est comment on s'évalue, comment on est sûr qu'un modèle fait des bons résultats. Alors, on prend un grand dataset, par exemple ImageNet, donc avec beaucoup de classes, on prend certaines classes pour faire le base set, on prend d'autres classes pour faire le test set, on va entraîner un modèle sur le base set, c'est-à-dire donc en général un extracteur de features plus une couche de classification, et ensuite sur le test set, on va échantillonner au hasard des tâches de Fuchsia Learning en sélectionnant à chaque fois quelques classes, quelques images par classe pour le support set, quelques images par classe pour le query set, et on va évaluer notre modèle entraîné sur le base set sur chacune de ces tâches, on va prendre la moyenne, et on a donc un score de précision moyen qui est la performance qu'on évalue de notre modèle. Voilà pour tout ce qui est formalisation, démarche académique autour du problème du Fuchsia Learning. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce que cette formalisation-là peut s'adapter à ce que j'ai appelé là le monde réel. En réalité, ce qu'on va voir, c'est comment ça s'adapte à la perception du monde réel tel qu'on l'a eu donc, sur des projets nombreux rencontrés à SIA. Alors, ça, c'était une tâche donc, de Fuchsia Learning telle que je vous l'avais présentée dans la formalisation académique. Donc, c'est-à-dire que notre site de e-commerce qui veut faire de la classification d'images uploadées par des utilisateurs, voilà comment on le formalise dans notre recherche. Le problème, c'est que les utilisateurs, dans la vraie vie, ils n'ont pas de studio photo chez eux avec un fond blanc et un éclairage parfait. Ils prennent des photos d'outils tels qu'ils sont dans le jardin, dans le garage, etc.
Et donc là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un domain shift entre les images du support set et les images du Core i7. Elles ne sont pas issues de la même distribution, c'est-à-dire, en fait, elles ne se ressemblent pas. Ici, c'est parce qu'on a un contexte différent. Ça, c'est donc une première supposition qu'on fait dans notre recherche académique qui ne tient pas donc, dans ce problème-là qu'on a rencontré et dans d'autres. Une deuxième hypothèse du même ordre qu'on fait dans la recherche académique, c'est que ici, les images du Core i7, donc celles qu'on veut classifier, appartiennent forcément aux classes définies dans le support set. Mais en réalité, il n'y a rien qui empêche notre utilisateur d'uploader une image d'arrosoir alors que ça ne fait pas partie des classes connues dans le support set. On ne peut pas le contrôler. Si ça arrive, ça ne nous intéresse pas du tout de savoir que cet arrosoir, il ressemble plus à une scie qu'à une perceuse. Ce qu'on veut, c'est pouvoir reconnaître qu'il n'appartient à aucune de ces classes. Enfin, un troisième décalage entre les hypothèses qu'on fait dans la recherche académique et ce qu'on rencontre, ça tient dans les classes qui composent une tâche. Ici, vous voyez un support set assez classique tel qu'il peut exister dans les problématiques qu'on rencontre. On a 3 objets qui se ressemblent. Ils ont un sens proche. Ce sont 3 outils. Ici, on a une tâche assez représentative du benchmark le plus utilisé en few-shot learning. On va demander à notre modèle de distinguer entre un banc de sable, une mouche et un chien esquimau. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que ce n'est pas du tout du même ordre. Ici, on va considérer 3 concepts assez proches. Ici, 3 concepts très éloignés. Et forcément, on n'évalue pas la même chose en fait, en termes de capacité de notre modèle à régler des problèmes. Je vous ai donc montré 3 décalages entre la formalisation académique telle qu'elle existe majoritairement dans notre communauté de recherche et les problèmes qu'on a rencontrés dans des cas concrets. Ce qui tombe bien, c'est que j'ai le temps de vous présenter 3 chapitres contributifs, en commençant donc par le few-shot learning under support Core i7, qui se traduit très bien par apprentissage à partir de peu d'exemples dans un contexte de changement de distribution entre les supports et les requêtes. Donc, on revient donc sur cette tâche. Ici, on voit, comme je vous le disais, ce qu'on appelle un domain shift. Donc, ça vient d'un changement de contexte, de fond. Les images ne sont pas prises dans le même environnement. Un domain shift, ça peut venir de beaucoup d'autres choses, d'appareils photo différents, de luminosité différente, un grain différent, énormément de choses. Mais l'important, c'est qu'il existe et on ne peut pas supposer que là, ces 2 ensembles d'images sont pris dans la même distribution. Quel problème ça va poser? Donc, quand on applique la classification par prototype, telle que je vous l'ai montré tout à l'heure, tout le reste ne change pas vraiment. On prend les images du PI7, on entraîne un feature extracteur, on projette les images du support set, on calcule les prototypes. Le problème, c'est que quand les images du support set. Donc, ici, on a ce qu'on appelle un domain shift très bien observable dans l'espace de représentation. Comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? On va appliquer ce qu'on appelle un transport de distribution. Donc, avec notre méthode, qui est la première contribution de ce chapitre, qui est les transported prototypes ou les prototypes transportés. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va agir donc, dans l'espace de représentation. On va transporter toutes les images du support set dans la région où se trouve le query set. Et une fois qu'on fait ça, on peut recalculer des nouveaux prototypes, donc les prototypes venant du support set transportés, donc les prototypes transportés, et classifier comme ça les images du query set. Donc, évidemment, ça paraît très simple, mais parce que, encore une fois, j'ai omis le plus important, c'est comment on fait pour transporter le support set. En réalité, ce n'est pas une simple translation, comme je vous l'ai montré ici. En fait, on va devoir faire ce qu'on appelle un transport de distribution. Et pour ça, on va utiliser une méthode très connue pour la lignée de distribution, le transport optimal, avec une slide rouge, puisqu'on monte un tout petit peu en complexité. Donc, on suppose qu'on a 2 distributions discrètes, donc définies par un ensemble d'observations, donc 2 points. On a une distribution source en bleu, une distribution cible en rouge. On définit une matrice de coût qui est pour chaque paire source-cible, le coût de transport de l'élément source vers l'élément cible. Donc, en général, on choisit la distance euclidienne entre les deux. Nous, c'est ce qu'on a fait. Ça fonctionne très bien, mais on peut en fait définir n'importe quel. Une fois qu'on a fait ça, on peut définir donc une matrice de transport qui a la même forme que la matrice de coût, c'est-à-dire un plan de transport de chaque élément source vers les éléments cibles. Et une fois qu'on a ça, on définit le transport optimal comme la matrice de transport qui minimise le produit de Frobenius avec la matrice de coût, ce qui peut faire très peur, mais en réalité, c'est juste la somme des produits terme à terme entre les 2 matrices. Donc ça, c'est notre matrice de transport optimale qui va ressembler un petit peu à ça.
ce qui est représenté dans l'espace, signifie qu'on associe un élément source à un élément cible. Nous, on ne veut pas forcément associer chaque élément source à un et un seul élément cible, on veut quelque chose d'un peu plus doux. Donc, pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, ce qui se fait pas mal, c'est d'utiliser une régularisation entropique dans notre problème d'optimisation. Et si on fait ça, donc on peut utiliser un certain nombre d'algorithmes d'optimisation pour calculer la matrice de transport douce qui va ressembler à celle-ci. Donc, on voit ici que, alors, si vous vous concentrez, si vous plissez bien les yeux, que ce point ici, source, il va être associé à plusieurs points cibles avec des poids différents. Une fois qu'on a ce transport optimal, on peut donc transporter, comme je vous le disais, le support set. Simplement, donc là, ici, on a un élément du support set qui a donc ce plan de transport-là vers les éléments du query set. Et ben, on va le déplacer au barycentre, pondéré par son plan de transport. Et donc, si on le fait avec chacun, tout le support set est transporté dans la bonne région. Et on est très content. Cependant, on a cette solution, on ne sait pas trop si elle marche bien. On se pose la question, comment est-ce qu'on évalue un algorithme sur le problème de support query shift. C'est un nouveau problème qu'on a introduit. Donc, il n'y a pas de méthode d'évaluation spécifique pour ça. Pour revenir sur ce qui se fait en few-shot learning classique, donc on sépare notre dataset entre classes définies pour le base set et celles définies pour le test set. On entraîne un modèle sur le base set et on s'évalue sur des tâches générées aléatoirement sur le test set. Donc, on sélectionne à chaque fois un certain nombre de classes, quelques images pour le support set, quelques images pour le query set et on fait une évaluation empirique là-dessus. Le problème, quand on est en support query shift, c'est qu'on veut non seulement faire varier les classes, mais aussi les domaines. Donc, on doit avoir comme ça un nouvel axe des domaines, réserver certains domaines pour le base set, d'autres domaines pour le test set, et entraîner un modèle sur le base set. Et à chaque fois, en fait, sur le test set, on va sélectionner quelques classes, quelques images d'un domaine source pour faire le support set, quelques images d'un domaine cible pour faire le query set, et là, on peut faire l'évaluation empirique. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut avoir comme ça un axe des domaines? Il n'existe pas vraiment de dataset avec des domaines naturels dans la littérature en nombre suffisamment grand pour résoudre donc, le problème qu'on a de division multiple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a construit artificiellement en appliquant des perturbations sur les images. Donc là, ici, on a une quinzaine, assez précise, de perturbations, donc des flous, des grains, des bruits qu'on applique aux images. Et en fait, chaque perturbation définit un domaine différent. Et donc, quand on fait ça, on a un grand nombre de domaines. Et du coup, on peut le faire avec n'importe quel dataset qui existe déjà de few-shot learning pour définir un nouveau dataset de few-shot learning dans un cadre de support query shift. Voilà, en prenant certaines perturbations, en les assignant au base set et d'autres perturbations, en les assignant au test set, on a comme ça la division dont on avait besoin. Maintenant qu'on a cette protocole d'évaluation, qui était notre seconde contribution, on peut faire des expériences et constater d'abord que notre méthode des prototypes transportés, effectivement, elle améliore la performance significativement par rapport aux prototypes normaux. Donc, on a pu apporter en fait une première baseline assez intéressante qui a des résultats corrects sur le problème. Cependant, on voit qu'ici, il y a un potentiel d'amélioration encore énorme. J'ai représenté à droite ce qui se passe quand on n'a pas de domain shift. Donc, on n'applique pas de perturbation, on applique la méthode et on voit ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est que ici, l'écart de performance, il est énorme entre les deux. Entre, par exemple, les deux cas en one-shot, donc avec une image par classe dans le support set, on a 25%, 22% de différence. Ce qui correspond en fait, c'est notre potentiel d'amélioration. Quand on aura mis les deux barres au même niveau, on aura complètement résolu le problème du support query shift. Deuxième observation qu'on a faite, c'est que donc, pour notre méthode, la méthode des prototypes transportés, utilise un entraînement épisodique, comme je vous le montrais tout à l'heure. On l'a comparé avec un entraînement classique, comme ça se fait dans tous les autres domaines de la littérature, donc simplement une cross-entropie sur toutes les classes du base set. On voit que l'incrément, il n'est pas évident. On est un petit peu meilleur avec un exemple par classe, un petit peu moins bon avec 5 exemples par classe. En fait, à ce stade-là, on ne peut pas montrer empiriquement sur notre problème que l'entraînement épisodique fonctionne mieux que n'importe quel autre entraînement. Donc, pour revenir sur les contributions de ce chapitre, donc on a introduit un nouveau problème, le few-shot learning dans un cadre de support query shift qui était jusqu'ici de ce qu'on a observé, donc un angle mort de la littérature, et on a fourni à la communauté donc l'essentiel pour faciliter l'étude du problème, c'est-à-dire un benchmark, une baseline et une base de code solide pour reproduire. Maintenant,
cette contribution n'est pas sans défaut. La première, donc une première limite du travail qu'on a fait, c'est que rien n'indique que l'entraînement épisodique, comme on l'a utilisé, apporte quoi que ce soit pour la résolution de ce problème, ce qui nous a un peu attristé à l'époque. La deuxième limite, c'est que donc, le benchmark que je vous présentais est construit artificiellement. On ne considère pas des vrais domain shifts tels qu'ils sont observables dans la réalité. C'est une limite des benchmarks qu'on a construits. La troisième, c'est que la méthode qu'on a proposée, les prototypes transportés, est classifiée de manière transductive, puisqu'elle utilise l'ensemble du query set pour calculer le plan de transport. Or, la classification transductive, donc je le rappelle, c'est supposer qu'on a accès à toutes les queries à la fois pour faire de la classification. Ça s'observe pas toujours. Par exemple, dans le cas de notre site de e-commerce, on veut pouvoir classifier les images uploadées par les utilisateurs une par une, sans attendre que vienne un batch entier. Voici pour le premier chapitre. On va passer donc à la deuxième limitation que je vous ai exposée tout à l'heure et parler de few-shot open set recognition, ce qu'on peut traduire très bien par reconnaissance à partir de peu d'exemples dans un ensemble ouvert. Donc, qui est issu, excusez-moi, j'allais l'oublier, mais c'est pourtant très important, d'une collaboration avec des chercheurs de l'ETS Montréal, en particulier Malik Goudia et Ismail Benayet. Je ne sais pas s'il est très tôt chez eux, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais ça me ferait très plaisir. Donc, avant de parler d'open set recognition, on va parler de close set recognition. Donc, c'est le problème tel que je vous présentais tout à l'heure, le problème standard. On suppose en fait que toutes les images du query set appartiennent effectivement aux classes définies dans le support set, donc les classes qu'on appelle close set. Ici, c'est 6 vendeuses persos. À l'inverse, l'open set recognition, donc oui, donc le problème, c'est juste de classifier comme d'habitude. À l'inverse, l'open set recognition, on casse cette hypothèse-là. On admet qu'il peut exister dans le query set des exemples qui appartiennent effectivement aux classes close set, mais il peut aussi exister des objets qui appartiennent à des classes qui ne sont pas définies dans le support set, qu'on va appeler les classes open set. Donc ici, par exemple, le marteau et l'arrosoir. Et donc là, si l'image appartient effectivement à une des classes close set, on veut savoir laquelle, on veut faire de la classification. Si elle n'appartient pas aux classes close set, si elle appartient aux classes open set, alors on veut pouvoir dire qu'elle appartient aux classes open set. On veut pouvoir le reconnaître comme ça n'a pas sa place ici. Donc on a un double problème. Donc qui dit double problème dit double métrique. On a ici une métrique de reconnaissance d'outliers, ce qui est donc d'exemples qui sont en dehors de ce qu'on attend, ce qui est notre problème avec les exemples open set. Et ici l'accuracy, ce qui est le mot anglais pour précision dans notre cas, et donc qui est une métrique de classification de close set. Ces deux métriques vont me permettre de vous introduire petit à petit différentes méthodes qui existaient déjà pour résoudre ce problème-là, en commençant donc par une première baseline, donc une méthode très simple, inductive, on prend tous les queries une par une, on reconnaît les outliers en utilisant les cas plus proches voisins, et on fait de la classification en utilisant simple chose, qui est la classification par prototype que je vous présentais tout à l'heure, avec une similarité cosine pour voir si les objets sont proches du nom. Donc ça, c'est notre première baseline. Et ensuite, il y a des méthodes pour faire de la reconnaissance d'objets open set avec donc, cette double tâche classification et reconnaissance d'outlier. Il y a OpenMax, qui est une méthode prévue pour faire du large scale à la base, donc avec beaucoup d'exemples que nous on a adapté pour marcher avec peu d'exemples. Et Snatcher, qui est une méthode vraiment conçue de base pour faire avec peu d'exemples. Ce qu'on voit, c'est que l'incrément par rapport à la baseline, il est loin d'être évident, en particulier en reconnaissance d'outlier. C'est dommage parce qu'on a des méthodes plus sophistiquées. Il n'y a pas d'incrément là dans notre cadre few-shot par rapport à la baseline. Donc on se dit, est-ce qu'on relâcherait pas l'hypothèse, est-ce qu'on ne ferait pas une hypothèse en plus, pardon, c'est l'inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne ferait pas l'hypothèse transductive, ce qui est qu'on a accès à toutes les images du query set à la fois. Donc là, on a testé les algorithmes qui existent déjà en classification close set, les algorithmes transductifs, qui en classification close set ont montré des résultats bien meilleurs par rapport aux meilleurs algorithmes inductifs. Donc effectivement, on voit bien qu'en classification de close set, ils sont très forts. En revanche, en reconnaissance des objets open set, là, on tombe bien en dessous de la baseline. Pour vous donner une idée, 50% pour la métrique là, au ROC, c'est complètement aléatoire. Donc, ce n'est pas très, très bon. D'où notre problème, comment est-ce qu'on exploite l'ensemble du query set, donc comment est-ce qu'on exploite l'hypothèse transductive pour avoir des meilleurs résultats. Et donc ça, ce sont nos deux contributions dans ce chapitre, deux méthodes, OSTIM et OSLO, qui donc restent compétitifs par rapport aux meilleures méthodes dans la classification close set, mais surtout, c'est ça qui nous intéressait, améliorent largement les résultats en reconnaissance d'exemples open set. Donc, il y en a deux. Je ne vais pas vous présenter les deux. Je vais vous présenter uniquement OSLO, puisque
c'est celle qui a été peer-reviewed et acceptée en publication. Donc, on va dire qu'elle est mieux. Et c'est celle-là que je vais vous présenter. Donc, OSLO, c'est pour Open Set Likelihood Optimization, ce qui veut dire optimisation de vraisemblance dans un ensemble ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est que l'optimisation de vraisemblance, la likelihood optimization? Donc, on travaille dans l'espace de représentation. Je vous montrais tout à l'heure. On a déjà utilisé un extracteur de feature, on travaille dans l'espace de représentation. On a les deux exemples du support set, donc on a deux classes, un exemple par classe. On a les exemples du query set, donc inlayer, c'est-à-dire qu'ici, tous les ronds, c'est des images qui appartiennent effectivement à la classe rond ici, et à la classe rond rouge, et celle-ci, les carrés, ils appartiennent effectivement à cette classe-là. Donc ça, c'est tous les exemples close set. Mais on a aussi, on disait, des exemples open set, qu'on représente ici par des triangles, ce sont les outliers. Donc, qu'est-ce que c'est que l'optimisation de vraisemblance dans ce genre de contexte? On va définir un modèle paramétrique, un modèle de classification. Ici, on choisit une mixture de deux gaussiennes, c'est-à-dire qu'on modélise la probabilité que l'image X ici appartienne à la classe K en fonction de sa distance euclidienne au centroïde ici défini de la classe K. C'est le petit soleil. Donc, on peut initialiser les centroïdes, qui sont les paramètres de notre modèle paramétrique, comme étant les exemples qu'on a du support set, ce qui revient en fait au départ à faire la classification par prototype dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en plus de ça, on va introduire donc une variable d'attente qui sont pour chaque élément ces affectations parmi les classes donc, de Cécile. Cécile, c'est l'ensemble des exemples close set. C'est-à-dire que cet exemple-là, il va avoir un score d'affectation ici, un score d'affectation ici, et les deux se somment à 1. Et ce qu'on va chercher à maximiser, c'est la vraisemblance des données par rapport au modèle, c'est-à-dire la probabilité jointe des données, des observations et du modèle, ici exprimé donc, sous sa forme logarithmique. Et quand on fait ça, quand on va essayer de maximiser, donc c'est un problème d'optimisation à résoudre, et quand on le résout, on va changer, en fait, ça va changer nos paramètres de notre modèle pour maximiser la vraisemblance de toutes nos données. Mais quand je dis maximiser la vraisemblance de toutes nos données, c'est des inliers et aussi des outliers. On cherche à maximiser leur vraisemblance alors qu'ils sont absolument invraisemblables selon notre modèle, puisque notre modèle ne considère même pas l'option qu'il y ait des exemples qui n'appartiennent pas aux deux classes. Donc là, évidemment, ça ne marche pas, ça va casser notre modèle. Et c'est là qu'on intervient avec l'open set likelihood optimization. Donc, la première contribution de ça, c'est qu'on introduit un deuxième latent, qui est le score d'inlayerness, donc c'est-à-dire qu'on ajoute un score en plus. Chaque élément a un score d'inlayerness à 1 si on estime que c'est un inlayer, donc un exemple close set, et à 0 si on estime que c'est un outlier. Et donc, le deuxième élément, c'est qu'on va essayer de maximiser maintenant la vraisemblance des données par rapport au modèle, mais pondérée par leur score d'inlayerness. C'est-à-dire que le fait qu'on ait ce facteur-là ici, ça veut dire que si un score est jugé être probablement inlayer, si un exemple est jugé être probablement inlayer, on va essayer de maximiser sa vraisemblance. Par contre, si on estime qu'il est probablement un outlier, on ne va pas du tout essayer de maximiser sa vraisemblance, on va le laisser tranquille. Et donc ça, c'est l'intuition visuelle, c'est qu'on va avoir maintenant des modèles qui vont être plus centrés autour des exemples réellement inlayer, et encore une fois, donc laisser tranquille les exemples outliers, ce qui va nous permettre de mieux faire notre classification, et aussi de mieux reconnaître des outliers. Alors, c'était l'intuition visuelle, comme je vous le disais. Maintenant, on va voir le problème d'optimisation et sa résolution. Donc, on reprend la maximisation de notre vraisemblance ici. On ajoute une régularisation anthropique pour que ce soit sinon soluble. Et on dérive cette expression et on prend les gradients selon nos trois variables, c'est-à-dire les paramètres du modèle, les centroïdes. Le premier latent, c'est-à-dire les affectations, et le second latent, c'est-à-dire le score d'inlayerness. Donc, on fait ces descentes de gradient et on voit quelles sont du coup les mises à jour successives des paramètres qu'on peut faire pour résoudre notre problème d'optimisation. Et ici, donc, pour le latent inlayerness, donc qui modélise l'estimation de si c'est un inlayer ou pas, ce qu'on voit, c'est que pour le terme, en fait, ici, c'est la vraisemblance. C'est la vraisemblance telle qu'elle existait avant qu'on introduise l'inlayer. Donc, ce qui veut dire que les éléments qui ont une forte vraisemblance selon le modèle qu'on estimait avant, alors ils sont considérés comme inlayer, et les exemples par contre qui sont invraisemblables, on les considère comme outliers. Pour la mise à jour des affectations, bah ça, comme il y a le latent ici d'inlayerness qui pondère
En fait, c'est une forme de softmax, mais pondéré par le score d'inlierness. Ce qui fait que quand on a un objet qui a un outlier, alors on va l'encourager à avoir une distribution uniforme. Il n'y a pas de raison de privilégier une classe plutôt qu'une autre. Par contre, si l'objet est un inlier, ça va être un softmax comme d'habitude. Et enfin, les centroïdes, donc les paramètres du modèle, pour les mettre à jour, en fait, on va prendre en compte tous les exemples, mais pondérés par leur score d'inlierness, qui est aussi encore très intuitif. Ça veut dire que si on considère qu'un objet est un outlier, on va moins le prendre en compte dans la mise à jour du modèle. Ce qui est extrêmement intéressant ici, et je trouve que c'est le point fort de ce chapitre, mais c'est que ici, on ne les a pas sortis du chapeau, les mises à jour. C'est vraiment ce qui découle de la résolution du problème d'optimisation. Pourtant, si on avait dû les sortir du chapeau à partir des propriétés qu'on souhaiterait pour résoudre ce problème-là, on aurait probablement sorti les mêmes. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Deuxième propriété intéressante de Oslo, c'est qu'il est modèle agnostique. Ça veut dire qu'on l'a appliqué avec beaucoup d'architectures différentes de réseaux de neurones, entraîné de plein de manières différentes, sur des datasets différents. On a juste branché Oslo au-dessus de ça, sans réentraînement nulle part, sans sélection d'hyperparamètres. Juste, on branche, on voit. Et donc, on voit un incrément à chaque fois constant par rapport à la forme des qu'on considérait, donc qui était le KNN et la classification par prototype. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que quand on applique un algorithme de machine learning comme ça, dans nos cas industriels, on va souvent sélectionner d'abord une baseline parce qu'elle a ses propriétés intéressantes. On peut l'appliquer sans réentraînement, sans sélection d'hyperparamètres, comme ça, en 10 minutes, c'est plié, on a des premiers résultats sur notre modèle. Oslo partage cette propriété intéressante, mais en plus donne des meilleurs résultats. Et donc ça, c'est très très fort, et c'est en fait complètement un contre-courant de la logique de l'entraînement épisodique, où quand, pour le coup, on a une nouvelle architecture, comme on a agi sur la stratégie d'entraînement, il faut refaire tout l'entraînement, à chaque fois. C'est-à-dire que ici, moi, je l'ai fait en 10 minutes, ce graphique, il aurait fallu là reparamétrer tout un entraînement, tous les hyperparamètres à chaque ligne. Donc, je trouve que c'est la force de cette logique-là par rapport à la logique où on agit sur l'entraînement. Pour revenir sur les contributions de ce chapitre, donc on a introduit une nouvelle méthode qui a l'avantage d'être, donc, c'est pas un réseau de neurones qu'on branche au-dessus, c'est une méthode qui, comme je vous le disais, a un sens, et c'est pas juste joli parce que c'est pas une boîte noire, c'est aussi intéressant parce qu'on peut interpréter les résultats. On est à l'état de l'art, c'est super, et surtout, donc, comme je vous le disais, on est modèle agnostique. Et donc, une seconde contribution du chapitre, que je n'ai pas détaillée ici, mais que je vous invite à découvrir dans le manuscrit, c'est un ensemble d'expériences à grande échelle, en particulier avec pas mal d'ablations sur justement l'hypothèse de la transductivité. Et ce qui se passe quand par exemple, on a beaucoup moins d'exemples dans le support set, dans le query set, ou bien qu'il n'est pas équilibré. Néanmoins, ça reste la principale limite de cette contribution, puisque en fait, c'est une hypothèse qui n'est pas toujours vérifiée, la transductivité, dans des cas concrets. Voilà pour les deux premiers chapitres contributifs. Voici maintenant le dernier. On va parler de similarité sémantique dans les tâches récupérées dans les benchmarks de few-shot learning. Et pour ça, je vais vous proposer qu'on regarde certaines de ces tâches ici. Hop là. Donc ici, je vais appuyer sur le bouton grâce à cet outil interactif, ce qui me permet de m'assurer que c'est complètement aléatoire et que je n'ai pas choisi à l'avance une tâche qui valide mon propos. Donc ça, c'est une tâche sélectionnée au hasard dans le benchmark tir d'ImageNet qui est le plus utilisé en vérification shot learning. Et donc, comme je vous introduisais le problème tout à l'heure, on va demander à notre méthode, à notre modèle, de différencier parmi vin rouge, sauce au chocolat, une baignoire, une sorte de blatte et un brocoli. Donc, ici, on a de la chance d'ailleurs, il y a deux classes qui se ressemblent pas mal, mais globalement, c'est une tâche qui ne correspond pas à quelque chose de vraiment concret pour nous, c'est-à-dire avec des classes qui se ressemblent et qu'on pourrait vouloir distinguer dans des cas d'application. Et on va sans doute observer la même chose avec l'autre benchmark le plus réputé en few-shot learning, où là, une forme de bactérie, un tableau de score, une guitare électrique et un genre de chien et un lion. Donc, 5 classes que, évidemment, tous les jours, on veut distinguer.
À l'inverse de ça, dans les cas pour le coup, c'est l'observation qui tient dans tous les cas d'application qu'on a rencontrés à Sicara, c'est qu'il s'agit toujours de distinguer entre des classes qui sont proches sémantiquement. Donc là, je vous ai présenté le cas avec des outils, mais quand ça peut être aussi donc différencier entre des bactéries, donc reconnaître des plateaux repas, donc différencier entre différents types de nourriture, ou bien entre des cartes électriques. Donc toujours des choses qui se ressemblent énormément, donc rien à voir avec ça ici. Donc, une fois qu'on a mis en évidence ce problème, sur quoi on veut agir? Donc, je vous rappelle le protocole d'évaluation standard. On s'entraîne sur le base-set, les classes base-set, et dans le dataset de test, on sélectionne des classes au hasard, quelques images de ces classes pour faire le support set, quelques images de ces classes pour faire le code set, ça plein de fois, et on moyenne. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette zone-là, c'est-à-dire l'échantillonnage des classes dans les tâches d'évaluation. Comment est-ce qu'on sélectionne dans une même tâche des classes qui se ressemblent? Donc, comment est-ce qu'on va au-delà de l'échantillonnage uniforme? Donc, pour l'instant, toutes les classes ont la même probabilité d'être sélectionnées ensemble. Comment est-ce qu'on va au-delà de ça? Pour aller au-delà de ça, on va utiliser le graphe sémantique Wormnet, qui est un grand graphe qui classe beaucoup de concepts sémantiques entre eux, dont toutes les classes d'ImageNet et donc toutes les classes des datasets qu'on utilise, qui est très pratique. Alors, pour vous montrer un petit peu ici, donc ça, c'est le graphe limité aux classes de tiers d'ImageNet, le dataset que je vous montrais tout à l'heure. Ici, on a très proche voisin, hot dog et cheeseburger. Alors, plus proche parent, c'est sandwich. Un peu plus loin, on a le guacamole. Plus proche parent, c'est nourriture. Et à l'autre bout, on a le poisson rouge, puisque dans le cadre de ce sous-graphe-là, il n'est lié aux autres que par le parent entité, qui est extrêmement vague. Mais ce qui est vague aussi, c'est les termes que j'ai utilisés. Vous avez vu que je vous ai dit extrêmement proche, très loin, etc. Donc, on va vouloir faire mieux que ça. On va se demander comment est-ce qu'on mesure la distance entre deux concepts dans ce graphe. Pour ça, on va utiliser la pseudo-distance de Jiang et Conrad, qu'on peut définir donc, dans un graphe dirigé acyclique, comme ceci, où ici, le cardinal, c'est le nombre d'images dans le dataset dont la classe est K2. Et LSO, c'est ce qu'on appelle, c'est le plus proche parent. Donc, par exemple, le LSO de hot dog et guacamole, c'est nourriture que vous disais tout à l'heure. Donc, en gros, c'est une mise en relation de la population du plus proche parent avec les populations respectives des deux exemples. Pour vous donner des ordres de grandeur, hot dog et cheeseburger, c'est une distance de l'ordre de 1,39 puisqu'ils sont extrêmement proches. Par contre, entre hot dog et poisson rouge, c'est 10. Une fois qu'on a cette distance-là, on va pouvoir définir ce qu'on appelle ce qu'on a appelé la corsity dans notre chapitre contributif, qu'on pourrait traduire en français par grossièreté, vagueur, je sais pas. On va rester sur corsity. On va définir comme la moyenne des distances au carré entre les classes qui composent la tâche. Et si on fait trace l'histogramme des corsities, donc pour des tâches sélectionnées sur tir d'ImageNet, donc avec l'échantillonnage uniforme, donc, qui existe actuellement, on a des quantités de cet ordre-là. Pour rappel, 100, ça veut dire que toutes les classes sont aussi éloignées les unes des autres que hot dog et poisson rouge. Donc, voilà où se trouve l'histoire. La question est, est-ce que, c'est bien de critiquer, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a essayé d'appliquer, une sélection sémantique des tâches. C'est-à-dire qu'on a sélectionné les classes ensemble avec une probabilité qui dépend de leur distance dans le graphe. Et on ajoute un régularisateur pour forcer que ce soit équilibré. Et on obtient maintenant un benchmark comme ça. C'est-à-dire qu'avec cette sélection-là, on a à la fois des tâches avec des classes extrêmement éloignées, comme on avait avant, mais aussi on peut aller chercher des tâches avec des classes extrêmement proches, qui étaient complètement inimaginables avec le benchmark qu'on avait avant. En fait, on peut les créer avec, à partir de dataset, simplement, il faut y faire attention. Et donc, la question maintenant, c'est à quoi ressemblent les tâches qu'on génère de cette manière-là. Alors, ici, on a un slider donc, qui me permet d'aller voir que si je vais chercher donc, une tâche avec une très forte corsity, donc c'est comme on voyait tout à l'heure, 5 objets qui n'ont rien à voir. Par contre, maintenant, avec ce nouveau benchmark, je peux aller chercher des tâches avec des classes qui se ressemblent
Ici, par exemple, on a 5 sortes de poissons, ce qui correspond effectivement à des tâches imaginables. C'est de l'ordre de ce qui se fait dans iNaturalist, etc. Je peux en trouver d'autres. J'espère que ça ne va pas être encore 5 poissons. Non, voilà. Ce sont 5 plantes. Et donc, ces classes-là existent et il est possible de créer des tâches proches. L'important, c'est d'y faire attention. Donc, voici pour les contributions de ce chapitre. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a identifié un biais dans le benchmark qui existait déjà, tir d'ImageNet. Il y avait un biais très fort, si vous voyez bien avec les histogrammes, vers les tâches composées de classes très éloignées les unes des autres. On a quantifié ce biais et on l'a corrigé. On a proposé une manière de corriger ce biais avec un échantillonnage donc sémantique. Maintenant, on a des limites. On a corrigé un biais. Il reste beaucoup de biais dans la manière dont on s'évalue, beaucoup de paramètres arbitraires dans les tâches qui sont créées. Et le deuxième élément, c'est que ici, on a donc corrigé un benchmark qui existe déjà, qui est extrêmement utilisé. Néanmoins, on peut ne pas utiliser ce benchmark sur lequel on a travaillé. On peut, à l'inverse, utiliser un ensemble de benchmarks qui existent déjà pour faire de la classification fine. Et par exemple, CU-Birds, qui est un dataset assez connu avec que des oiseaux, Fungi avec que des champignons, Aircraft avec que des avions. Donc, ce qu'il faut faire, voilà, la recommandation on a fait une amorce donc, dans le chapitre que vous pourrez retrouver, c'est que c'est aussi extrêmement intéressant et on peut faire beaucoup de choses si on va travailler sur ces datasets-là plutôt que sur les benchmarks qui ont été créés spécifiquement pour le future learning. Voici pour l'ensemble de nos chapitres contributifs sur cette thèse. Maintenant, puisqu'il s'agit, j'espère, des derniers jours parmi les 1200 jours que j'ai consacrés à la recherche en future learning, je vais essayer de vous partager quelques inspirations donc, sur le futur de la recherche dans le domaine, qui viennent donc de l'expérience de ces 1200 jours, qui ont commencé en 2019. J'étais en stage déjà à Sicara à l'époque, et j'avais rendu un rapport de stage qui s'appelait Meta Learning Algorithms for Future Computer Vision, où j'avais écrit que parmi toutes les solutions qui existent, j'avais choisi de me concentrer sur les algorithmes de meta learning, donc avec l'outil d'entraînement épisodique, et qui atteignent les résultats à l'état de l'art en future classification, en plus d'avoir un paradigme conceptuellement fascinant. Donc ça, c'était en 2019, un peu avant les papiers que je vous présentais tout à l'heure, la première fois que je parlais d'épisodic training. Et puis, donc j'ai commencé ma thèse, j'ai fait un premier papier avec Victor Bouvier, qui était doctorant au MIX à l'époque. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était notre premier chapitre contributif. On n'avait pas réussi à montrer que l'entraînement épisodique qu'on avait appliqué, parce qu'on était des bons chercheurs en future learning, et que du coup, on appliquait l'entraînement épisodique que tout le monde appliquait. Et pourtant, on n'a pas réussi à montrer que ça donnait des meilleurs résultats. Alors, comme je l'ai dit, on s'est posé quelques questions. On ne comprenait pas. À la suite de ça, j'ai travaillé donc sur la sélection sémantique des tâches. Et au départ, ce n'était pas pour améliorer les benchmarks, comme je vous présentais dans le dernier chapitre contributif. Au départ, je voulais le faire pour améliorer un entraînement épisodique, en montrant au modèle, pendant l'entraînement, des tâches avec des classes de plus en plus proches sémantiquement. Donc, j'ai fait tourner des centaines, des milliers d'entraînements épisodiques. Et encore une fois, j'ai eu du mal à avoir un signal, une vraie validation du paradigme sur les expériences que je réalisais. Et donc ça, c'était aussi au milieu de tout ce qui est des premières contributions qui, empiriquement, mettaient en doute l'apport que constituait l'entraînement épisodique. Puis, en 2022, c'était le deuxième chapitre que je vous avais présenté, mais c'était le dernier chronologiquement. Donc, on a développé cette méthode, je vous disais, qui est modèle agnostique et qui a donc des propriétés très intéressantes qu'on peut les appliquer, les réappliquer, les brancher, les débrancher, sans jamais faire de réentraînement, sans jamais faire d'hyperparameter tuning, ce qui est inimaginable avec, par exemple, avec toutes les méthodes que j'avais proposées auparavant, qui se reposaient sur l'entraînement épisodique, c'est-à-dire que si j'avais un réseau et que je voulais maintenant faire des expériences sur un nouveau réseau, il fallait tout recommencer. Donc, maintenant qu'on a ces 4 expériences, on peut réfléchir à comment ça se fait que
l'entraînement épisodique, donc le meta-learning, soit autant utilisé dans la communauté de recherche encore aujourd'hui, alors que donc, les travaux que j'ai publiés, ainsi que d'autres dans la communauté, remettent en évidence son apport empirique. En fait, l'entraînement épisodique, il est apparu très très tôt dans notre domaine. Les toutes premières méthodes, dès la deuxième méthode qui s'attachait à la résolution spécifiquement de la classification à partir de peu d'exemples, c'était un entraînement épisodique. Ils ont utilisé ce concept-là. Et ils ont eu des meilleurs résultats pour cette raison et pour d'autres. Et toutes les contributions qui ont suivi, on dit, OK, nous aussi, on va faire ça, c'est très intéressant. Et donc, évidemment, le meta-learning était au top de l'état de l'art, puisqu'il constituait l'ensemble des méthodes utilisées pour ce problème. Et donc, on ne comparait pas vraiment avec d'autres méthodes d'entraînement. C'est vraiment mieux. En plus de ça, pour que ça fonctionne, on s'est limité à une architecture qui s'appelle le ResNet 12, un réseau résiduel, un des plus petits qu'on puisse constituer, donc très très loin de ce qu'on pourrait utiliser maintenant pour résoudre des problèmes de vision. Mais on s'est limité à ça, pourquoi? Parce que si on compare des méthodes, on ne veut pas faire varier l'architecture qui est utilisée en amont, pour pouvoir les comparer équitablement, ce qui est une bonne valeur. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'est tenu extrêmement éloigné et on a complètement coupé notre communauté de ce qui se fait donc, dans une communauté pourtant très proche, la communauté des modèles de fondation en vision, qui travaille à développer des réseaux de plus en plus expressifs pour avoir des meilleurs espaces de représentation. Nous, on se cantonnait à l'entraînement épisodique, on se cantonnait à ce petit réseau-là, et du coup, on s'est mis des œillères sur ce qui se passe autour. Ce qui, je pense, est dommage, parce que, à mon avis, donc là, c'est ma vision de la chose. Parce que notre recherche en future learning, elle devrait s'appuyer beaucoup plus sur cet état d'art-là. On devrait beaucoup plus donc, travailler sur un espace de représentation donné qui nous est fourni par nos voisins de la recherche en modèle fondation. Et nous, s'intéresser donc à l'inférence. Comment est-ce que je peux, dans un espace de représentation qui m'est donné, exploiter au mieux quelques exemples? C'est un problème déjà suffisamment complexe pour qu'on n'aille pas en plus se travailler sur l'entraînement du réseau de neurones, où pourtant beaucoup de gens travaillent et en plus le font très bien, il y a des avancées énormes à ça. Mais pour pouvoir vraiment lâcher les fausses croyances que je vous présentais tout à l'heure et se reposer là-dessus, ce qu'il va falloir, c'est une très solide étude empirique qui va adresser deux problèmes. Déjà, mesurer donc, les impacts non seulement de la manière dont on s'entraîne ou de la méthode d'application, de la méthode d'inférence, mais surtout de la qualité donc, de l'espace de représentation, en fait, du réseau de neurones qu'on utilise pour extraire les représentations des images. Mon intuition, c'est qu'on va voir qu'un espace de représentation de bien meilleure qualité va avoir un énorme impact ensuite sur la capacité à résoudre des problèmes de fusion, peut-être même plus élevé donc, que la méthode d'inférence qui est utilisée, que ce soit donc, les prototypes transportés ou Oslo. Le deuxième élément, c'est qu'il va falloir produire les meilleurs efforts possibles pour passer à l'échelle des méthodes d'entraînement épisodique, non plus seulement sur un ResNet 12, mais sur tous les réseaux maintenant gigantesques avec énormément de paramètres, des vision transformers, des complexes, des MLP, etc. Et essayer de voir si c'est juste possible de faire fonctionner un entraînement épisodique dessus, et en plus de ça, avoir des résultats au niveau de l'état de l'art actuel. Mon intuition, basée sur les premières expériences, c'est qu'on va plutôt montrer qu'on ne peut pas atteindre ces mêmes résultats avec un entraînement épisodique, mais encore, évidemment, faut-il le prouver avec une étude empirique à grande échelle. C'était l'ensemble de ma présentation. Je vais maintenant laisser la parole au jury. Écoutez, merci pour votre présentation, que j'ai trouvée pour ma part claire, bien structurée, avec un certain recul d'une hauteur de vue. Et je vais, comme la tradition le veut, donner la parole d'abord à vos rapporteurs, et aussi, comme la tradition le veut, en commençant par celui qui vient de plus loin. Et donc, Vincent Blégon, professeur à l'IMT Atlantique, la parole est à vous. D'abord, merci aux encadrants de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là. Félicitations, parce que c'est un excellent travail. Je pense qu'on a vu au travers de la présentation, au travers du manuscrit, il y a vraiment eu beaucoup de contenu. Il y a eu des publications, des très bonnes conférences. Il y a plein de problèmes qui ont été traités. Je pense que là, on a eu déjà un bon aperçu, mais il y a encore d'autres choses qui sont dans le manuscrit que vous n'avez pas eu le temps de présenter. Et donc pour tout ça,
Vraiment mes félicitations. Sur la présentation, je voulais mettre aussi en avant, c'était très intéressant, c'était dynamique, c'était très clair, c'était pédagogique. On voit que vous avez un vrai savoir-faire pour la transmission de ce que vous avez appris pendant ces 6200 jours. Là, presque. Donc, j'ai trouvé ça aussi particulièrement remarquable. Quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, que je voulais mettre en avant, c'est comment vous avez réussi à mettre à profit votre positionnement dans une thèse chiffre en entreprise pour finalement bousculer un petit peu les habitudes des académiques qui travaillaient sur des bancs d'essais standardisés qui, en tout cas de votre point de vue, n'étaient pas franchement représentatifs de ce que vous rencontriez dans les applications industrielles. Et je trouve que c'est très important, ce genre de contribution, parce que c'est vrai que quand on est académique, on peut parfois perdre un peu de vue ce type de considération. Et j'ai trouvé un positionnement vraiment parfait là, à cheval entre ces applications industrielles que vous voyez et puis ce qui se passait dans l'économie. Qu'est-ce que je vais donner comme compliment? Oui, après, je l'ai trouvé bien aussi. Alors, vous l'avez peut-être moins fait, sauf dans la dernière partie, et j'en reviendrai, je trouvais ça très intéressant. Mais dans le manuscrit, vous avez pris le temps de prendre du recul un peu par rapport à vos articles, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils vont citer. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Ce recul que vous prenez sur vos propres contributions. Donc voilà, je vais donner quelques éléments positifs avant d'aller dans les questions. Alors, pour les questions, je n'ai pas franchement organisé tout ça. Ça va suivre un petit peu le temps de votre présentation. Donc, pour moi, je vais commencer sur des questions sur le support query shift. Je ne sais plus comment vous l'avez traité. En tout cas, un premier problème, finalement, un peu fondamental qu'on se pose quand on voit la solution qui est proposée sur peut-être la petite du transport optimal, pour retrouver finalement comment repasser au domaine des supports. C'est, on a bien conscience qu'il va y avoir un problème là de quantité de données sur lesquelles vous allez pouvoir faire cette opération. Est-ce qu'en pratique, de votre expérience aussi des applications industrielles, vous aurez suffisamment de données pour pouvoir faire ça? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas assez et il vaut mieux ne pas faire l'effort d'essayer de retrouver ce transport parce qu'on va surapprendre sur quelques exemples? Alors, c'est le problème de l'intelligence. Déjà qu'on fait une hypothèse transductive, donc on a accès à l'ensemble des queries. Le transport optimal ne peut pas marcher si on a un seul exemple de l'autre côté. Parce qu'on essaie d'aligner une distribution sur une distribution qui est définie par un seul exemple. On ne peut rien faire. Donc déjà, c'est une limite qu'on peut faire. Après, la transductivité, elle prend beaucoup de valeur quand on est sur des problèmes qui sont naturellement transductifs, comme par exemple la segmentation. On va classifier, en fait, on peut résoudre le problème en classifiant une image pixel par pixel. Donc là, naturellement transductif, puisqu'on a un grand nombre de pixels. On peut utiliser l'information. Après, en termes de classification, donc les volumes dépendent. En début de projet, on se retrouve très souvent avec des petits volumes. Difficile effectivement de réaligner de distribution. Et souvent, plus un projet avance, une fois qu'il est déployé, c'est-à-dire qu'il est utilisé par des vraies personnes, on acquiert plus de données. Et on peut là avoir des choses suffisantes pour appliquer toutes ces méthodes-là avec plus d'efficacité. Une question que j'ai aussi, c'est que j'avais mis dans mon rapport, c'est présenter des résultats où les performances qu'on obtient, c'est 60% avec 5 classes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose concrètement avec 60% 5 classes? On a essayé. On a eu un projet, donc un ingénieur de SCARA a essayé d'appliquer le transport optimal. Alors pour le coup, c'était pas 5 classes, c'était beaucoup plus. Et volume de données à peu près autant d'exemples par classe. Et donc, il y avait un exemple, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut quand même aller acquérir de la donnée, surtout quand la distribution, il y a des distributions plus larges que d'autres, des distributions qu'on peut mieux définir avec une dizaine d'exemples que d'autres. Donc là, pour le coup, les résultats que je mets en évidence, c'est des résultats sur un problème aussi académique assez compliqué. Si on regarde les images du dataset qu'on construisait de cette manière-là, et encore, là, je les ai laissés en haute définition, mais par exemple, on a construit avec ça mini ImageNet corrupted. Une ImageNet, on s'est laissé sur la formatisation qui est de base, c'est-à-dire des images 84 par 84.
Et quand on applique ce genre de perturbation, moi-même, j'avais du mal à reconnaître, en fait. Et ça, c'est perturbation. Et en plus, avec le shift, c'est un problème, je pense, assez compliqué qu'on a créé là. Alors, je pense qu'il y a un petit peu on n'a pas résolu, mais un petit peu aussi le benchmark qu'on a construit. Et il est particulièrement corsé. J'aimerais qu'on creuse un peu ce point-là, parce que ça m'intéresse beaucoup. Le papier de Hendrix et al., donc il a introduit ces corruptions pour ImageNet, donc dans un contexte qui est en dehors du sujet. Peut-être la première chose que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécifique en fait au fuchsia sur ce problème-là. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit il faut regarder le problème de la corrélation des entrées spécifiquement dans un cas de fuchsia, et pourquoi on n'aurait pas plutôt considéré que un petit peu comme vous le présentez à la fin là, avec vos différents piliers, c'était à vos voisins qui font de la recherche sur les architectures robustes de résoudre ce problème-là au niveau de l'entraînement de l'extracteur de caractéristiques. Donc, finalement, le problème ne se pose plus dans le sujet. Alors, en fait, on a repris les perturbations introduites par Hendrix et son équipe pour un problème un peu différent, c'est-à-dire que on ne voulait pas évaluer la robustesse des perturbations, mais on voulait simuler un dataset avec de nombreux domaines. Et en fait, ce qu'on cherche à simuler, c'est pas des choses comme ça, c'est ce genre de décalage de domaines-là. Vous voyez les images, quoi. Le décalage de domaine entre celui-ci et celui-ci. Et en fait, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour le simuler. À la base, on n'a pas la volonté de résoudre un problème de robustesse. Alors justement, du coup, si c'est ce problème-là que vous voulez simuler, pourquoi ce n'est pas ce problème-là que vous simulez? Parce que on a, pour le coup, c'est la limite que je mettais en avant, on n'a pas trouvé de dataset avec un suffisamment grand nombre de domaines pour faire ce qu'on voulait, parce qu'on voulait un grand nombre de domaines pour le dataset de base, on voulait un grand nombre de domaines pour le dataset de test, pour avoir à chaque nouvelle tâche une paire de domaines différentes. Or, les datasets avec des domaines naturels non construits, qu'on a trouvé, c'était de l'ordre d'une dizaine de domaines. Et c'était insuffisant pour nous pour faire l'évaluation qu'on voulait faire. Alors, on a trouvé, j'en ai pas parlé là en même temps, il est dans la contribution, un dataset avec des domaines qui viennent plus naturellement. C'est donc un dataset avec des caractères, des lettres et des chiffres écrits à la main. Et on a considéré que si une nouvelle personne écrivait ces caractères, alors c'était un domaine différent. Donc là, pour le coup, c'est naturel. Ce n'est pas des domaines artificiels. Mais le problème était que ce dataset était trop petit. Parce que moi, il me semble que ce problème-là qui est posé, où finalement on a des objets qui sont détourés, et par ailleurs on a des objets dans des scènes naturelles, c'est un problème qui est très actuel là, avec ce qui se passe avec le nouveau modèle de segmentation automatique, Neuroshop, etc. Et du coup, je me demandais si c'était quelque chose qui était en surprise, ou peut-être dans plusieurs de vos travaux, c'est quelque chose que vous considérez revoir. Moi, j'aurais été super intéressé en fait, d'avoir des résultats scientifiquement de votre méthode sur ce problème-là, sur la capacité que vous avez à partir d'images catalogues à supporter le shift vers des photos d'utilisateurs. Ouais, comme je vous disais, on l'a appliqué sur un projet. Alors c'était un problème assez proche, c'était une marketplace, encore le domaine source, plutôt côté vêtements, meubles, etc. Et domaine cible, c'est des images de films, de séries, etc. Donc, avec là, un changement de domaine qui est évident, avec en plus la difficulté qu'il y a une phase de détection avant, puisque l'objet n'est pas forcément en évidence sur l'image. Mais donc, j'ai vraiment recommandé d'utiliser la méthode. Je suis curieux de savoir si elle fonctionnait. Là, le gain était assez marginal par rapport à. Donc, c'est le résultat un peu, évidemment, pas pleinement satisfaisant. On a des éléments. Donc, en fait, c'est intéressant, c'est qu'il y a un gain, mais il ne vaut pas forcément de faire tourner l'algorithme d'optimisation pour calculer le transport optimal, qui en fait devient le facteur limitant en termes de temps de calcul quand on résout ce problème-là avec le transport optimal. Ok. Sur la chapitre suivant, donc vous travaillez sur les problèmes d'ensemble ouvert. Je serais curieux de savoir ce que vous avez parlé. Cette application-là, c'est pas évident pourquoi ça a du sens de pouvoir reconnaître qu'un
une requête dans aucune des classes du catalogue. Est-ce que vous pouvez motiver un petit peu pourquoi est-ce que ça a du sens de faire le concept Fuchsia? Oui, alors. Je reprends la visualisation du problème. Donc, même sur ce problème-là, en fait, on le voit, c'est-à-dire que dans le catalogue, il y a un ensemble d'éléments qui est fini. En fait, là, je l'ai représenté comme étant 6 tondeuses perceuses, la granularité dans le problème réel est plus fine. C'est-à-dire, c'est ce modèle, ce modèle, ce modèle, ce modèle. Et là, on se doute que dans la réalité, il y a un marteau. Par contre, ce n'est pas évident que cette plateforme de e-commerce a à disposition ce modèle de marteau. À ce moment-là, il faut dire, je n'ai pas ce modèle de marteau. Et ça, c'est un problème qui se posait à chaque fois. Il y a des éléments... Des clients, dire, il faut pouvoir rejeter, c'est-à-dire que le client, il ne préfère pas qu'on suggère un produit du catalogue. On peut vouloir, c'est un autre produit qui ferait ça. Enfin, c'est un autre parcours utilisateur et c'est quelque chose de différent de retrouver une même outil. Après, effectivement, on voit moins l'aspect critique sur ce problème-là. Par contre, quand on va aller dans le domaine, par exemple, de la reconnaissance de bactéries, ce qui est un problème qu'on a connu aussi, donc c'était un problème de Fuchsia Learning encore. Mais là, il s'agissait de prendre une photo de bactéries et d'avoir une aide au diagnostic. Donc, dire, c'est cet objet-là. Et là, c'est très important qu'on ne recommande pas la bactérie qui ressemble le plus visuellement. Il faut avoir, en fait, c'est aussi une question là, pour le coup, de confiance en la machine, de laisser une place au bout, de reconnaître quand l'objet n'appartient pas. Et ça, c'est toujours. Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut aussi traiter différemment. Par exemple, en partant sur l'image retrieval. Là, ce qu'on va faire, c'est comme sur Google Lens ou tout ça, on prend une photo et on recommande toutes les choses les plus proches de manière placée. Il y a des applications où c'est pertinent. Par exemple, ça peut être pertinent pour ce sujet-là. C'est juste pas comme ça qu'on l'avait traité. Mais une fois qu'on a la classification en place, c'est important de pouvoir reconnaître quand il y a des exemples comme ça. Ok. Je vous appuie un peu, parce que comme le travail était excellent, je préfère chercher un petit peu les limites de ce que moi j'ai compris comme motivation. Donc sur ça, en fait, j'ai un peu la même question que pour les précédents. C'est-à-dire que je pense que la belle avec laquelle vous êtes comparé, c'est de prendre ces prototypes et puis de faire varier un seul ou une courbe Roth, de manière à rejeter ou pas l'hypothèse que c'était effectivement une nouvelle classe. En pratique, est-ce que vous imaginez que vos algos, les deux que vous avez, enfin, Slow, puisqu'apparemment c'est le meilleur des deux, pourra remplacer une méthode aussi simple? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller, parce que vous avez beaucoup insisté sur le fait que c'est des modèles agnostiques, ça ne demande finalement pas beaucoup d'efforts à ajouter. Est-ce que sur ce cas-là, vous imaginez que ça peut vraiment s'implémenter dans une solution, dans l'entreprise, plutôt que simplement prendre un seuil ça, je recommande, parce que les gains qu'on a observés étaient quand même assez importants. Une fois qu'on a le code qui est public, le coût de le brancher est vraiment négligeable. C'est-à-dire qu'on prend une classe qui s'appelle Oslo à la place de la classe reconnaissance par prototype, et en mettant la même interface, et ça y est, c'est branché, et on peut avoir des résultats meilleurs. Et pour le coup, en transductif. Il faut être dans le régime transductif. Par contre, on a fait des expériences, là pour le coup, avec Oslo, qu'on n'avait pas fait dans le premier HP. Mais pour des régimes transductifs très faibles, c'est-à-dire une image par classe, on était dans le ES7. Et là, on a encore un incrément sur la baseline. Et est-ce que vous êtes amusé à regarder la sensibilité à la proportion d'outliers? On imagine que quand on règle les paramètres d'une solution comme ça, on n'aura pas forcément la même performance si on est dans une situation où il y a 99% de rejet ou 1% de rejet. Je me souviens qu'on avait fait, alors je ne sais plus si on a eu le temps de le mettre dans la contribution à ce moment-là. Si on n'avait pas le temps à ce moment-là, je pense que je ne l'ai pas refait depuis. Mais oui, on avait regardé un peu de faire varier parce qu'au départ, on était dans le problème tel qu'il avait été posé avant dans la littérature, c'est-à-dire vraiment 50% d'outliers. 50%. Et avec des outliers,
Ah oui, non, je suis sûr, en fait, elle est dans la. Je me souviens donc, il y avait 50% d'outliers qui viennent en plus de 5 classes seulement. Et pas de n'importe quoi. Ce qui est une supposition assez forte, en fait, sur la démographie de la tâche. Et ce qu'on avait vu, c'est que. Alors, il y a certaines méthodes qui se comportent bizarrement, mais pas, pour le coup, Oslo et Faustine, en l'occurrence, il me semble, sont assez robustes à ces variations de forme qu'on fait passer. En tout cas, elles gardent leur entraînement sur la design. Et est-ce que, je ne crois pas avoir eu l'expérience dans l'industrie, mais du coup, la question serait plutôt qu'est-ce qui se passe si on pousse plus loin un petit peu le problème et qu'on dit on peut ne pas avoir certaines classes. C'est-à-dire que certaines classes du support set ne sont pas présentes pendant le. Voilà. Ouais, on n'a pas fait cette expérience-là, effectivement. Est-ce que vous pensez que c'est robuste, ça? Alors, il n'y a pas. Il faudrait, si on revient sur le problème d'optimisation, il me semble qu'effectivement, il pourrait se passer des. J'essaie de voir si sur le problème d'optimisation, en fait, il y a une hypothèse d'équilibre. Ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a des algorithmes transductifs où l'hypothèse est explicite. Là, ça me paraît pas évident que. Parce qu'à partir du moment où on a un exemple de support set, de toute façon, voire plusieurs, qui sont présents dans le problème d'optimisation. Puisque, en fait, on continue à les considérer avec l'hypothèse, en connaissant très fort, strictement les latents, donc l'IRNS et les affectations. Et donc, je pense que leur présence peut permettre de rester robuste, même en l'absence d'éléments du POSF. Mais on n'a pas fait expérience. C'est des choses que vous avez observées dans vos applications industrielles plutôt? Non, ça est trop récent pour nous, on n'a pas eu l'occasion de tester. Je vais peut-être avoir quelques questions sur le troisième chapitre, et donc sur l'évolution, sur l'évaluation, sur la vagueur. Du coup, vous en parlez un peu plus tard, je pense que dans la conclusion. Je pense qu'il y a eu un mouvement dans la littérature qui a dû commencer à peu près quand vous avez commencé votre thèse, l'évolution vers des nouveaux benchmarks, avec notamment d'abord Metadataset, maintenant avec Coop et d'autres. Comment vous voyez votre contribution par rapport à ça? Alors, effectivement, donc Metadataset, pour le contexte, c'est un dataset un peu comme vous suggérez, qui permettent de s'évaluer sur un grand ensemble de datasets avec un protocole d'évaluation qui introduit des barres aléatoires, qui en fait enlève pas mal le paramètre arbitraire par rapport au benchmark tir d'ImageNet et Minimagenet, et qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'ai passé, je crois, 80 mois de ma thèse à le recoder en PyTorch. En revanche, il est, en fait, quand on regarde les papiers de recherche plus récents, Machine Learning, il est très peu utilisé. Et parce que c'est beaucoup plus simple d'aller faire notre benchmark sur ImageNet que sur Metadataset, qui nécessite, pour le sens du calcul, parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience à mener, de stocker tous ces datasets avec une interface qui est assez lourde et côté gestion du dataset. Et je comprends, parce que moi, je voulais faire toute une expérience dessus quand je voulais sortir. Et j'ai mis vraiment plusieurs mois à le recoder. Maintenant, peut-être qu'il y a une implémentation qui existe. Metadataset, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais depuis 2-3 ans, on voit beaucoup de papiers sortir en zero shot, en excellence few shot. On est de même assez connexes à ce que vous avez fait. Oui, l'idée principale, c'est que on voulait travailler sur des datasets qui existaient, qui étaient utilisés. Et le fait que tous les papiers de recherche testent sur ImageNet, Mini-ImageNet, le principal, c'était de mettre en évidence le biais qui existe. De vraiment dire, attention, quand vous évaluez sur ImageNet, il y a cette grosse limitation. Elle est quantifiée, on la connaît. Et alors, si vous voulez, on peut sortir ImageNet. On a une solution pour utiliser ce biais. Après, la recommandation qui est exprimée au cours du chapitre, parce qu'il y a toute une deuxième partie que je n'ai pas développée ici, puisqu'elle implique moins de contributions algorithmiques de notre part. Mais c'était de proposer un premier benchmark sur le dataset Fungi,
qui est un dataset avec que des champignons et qui permet 1600 classes de champignons, donc très fines et très nombreuses, qui permettent de tester beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi le message important pour le du papier, c'est d'encourager à aller vers ces choses. Je vais faire la transition du coup avec une question un peu plus générale qui reprend un peu votre conclusion. Il s'est passé des choses pendant votre thèse, beaucoup. C'est un domaine qui est très très changeant. Je pense qu'on peut dire que la péremption des papiers est très rapide. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce qui se passe à côté dans les modèles fondation, dans le zéro shot, sur ces nouveaux benchmarks? Comment vos travaux vont pouvoir vivre dans ce nouveau contexte? Je pense que voilà, c'est ce que je disais sur la fin. Donc, pour moi, ce qui va survivre du future learning, c'est des bonnes méthodes d'inférence. Comment est-ce qu'on exploite peu d'exemples dans un espace de représentation? Si une méthode peut se brancher sur un espace de représentation, elle peut poursuivre, elle peut continuer à être benchmarkée sur du coup un grand nombre de modèles et en fait sur des benchmarks de plus en plus complexes. En revanche, si on travaille sur l'entraînement et qu'à un moment la communauté s'autorise à utiliser des modèles d'animation, toutes les méthodes qui se basent sur un entraînement sur un RSMet12 vont être flashées au bout de benchmark. Est-ce qu'il faut appliquer cette critique à vos propres travaux? Est-ce que vous imaginez qu'on ne sait pas si ça va fonctionner? Pour le coup, Oslo, mais ça a été fait avec cette idée-là que pour nous, et on avait déjà avant de faire ce travail-là, ce qu'il faut, c'est travailler sur une bonne méthode d'inférence. Et c'est ce qu'on a fait, on s'est vraiment concentré sur l'inférence et on a fait de l'expérience pour montrer que notre méthode est toujours pertinente en étant branchée sur les modèles de formation les plus récents. Les prototypes transportés, on a fait, ce qui rétrospectivement, je pense, pas pertinent dans l'entraînement qu'il y avait. À mon avis, c'est pas nécessaire. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait le même résultat. Et c'est très possible qu'on puisse, pas faire des expériences a posteriori, mais qu'on puisse l'appliquer sur des espaces de représentation de meilleurs, obtenus par des modèles fonctionnels. Et par rapport, j'ai même une petite partie de la question, je facilite dessus, et par rapport au sémantique fichier, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que il y a encore de la place pour des applications qui n'utilisent pas le texte? Ou est-ce que vous pensez que le texte va devenir absolument nécessaire dans toute application Fuchshot, compte tenu de l'information qui est contenue? On n'a pas toujours accès à du texte. Et évidemment, ça existe des problèmes. Vous avez déjà rencontré des problèmes, vous aviez même pas le nom des classes? Alors on a le nom, même pas le nom des classes. Non, je n'ai pas de. Par contre, beaucoup de bruit dans le nom des classes, oui. Par exemple, c'est un projet de reconnaissance de plateau repas, je l'avais évoqué, où le nom des classes se fait en fait non seulement à l'échelle du restaurant, mais en plus à l'échelle de la journée, avec une nomenclature qui leur est propre. Donc, ce qui est steak haché à un moment peut devenir steak haché dans un autre restaurant ou sur une autre journée, avec pourtant les mêmes images. Il y a beaucoup de bruit et pour le coup, on peut être aussi sur des codes produits qui sont pas interprétables par leur type, puisque ça ne correspond pas à du langage naturel. Donc, ça existe. Je pense que pas d'autres questions. Bon, merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à la deuxième rapporteure de ce travail, qui est Anissa Mokraoui, qui est professeure à Sorbonne Paris-Nord. Merci, Monsieur le Président. J'en profite pour remercier les encadrants à ce jury. Alors, avant de vous poser des questions, je vais commencer par faire des commentaires sur votre document, des commentaires élogieux. J'ai trouvé votre document très, très bien rédigé, très soigné, rédigé d'une manière pédagogique. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. On a pratiquement toutes les informations qu'on cherche un peu plus loin, les questions qu'on se pose, on les trouve juste après.
Donc, je vous félicite. Et ce manuscrit, d'ailleurs, est à l'image de la présentation que vous avez faite. Hein. Vous avez fait une excellente présentation, je vous félicite. Donc, maintenant, je vais passer à la phase des questions. Alors, concernant la partie shift domaine, vous avez utilisé donc une fonction pour une fonction. Alors, à la diapo, vous avez parlé du transport optimal à la diapo 23, il me semble. Vous avez en fait choisi, bon, je pense que c'est la diapo qui est avant, mais ce n'est pas trop grave, vous connaissez très bien vos formules, vous avez choisi en fait une fonction coût quadratique régularisée par l'entropie. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre choix dans cette métrique quadratique? Alors, bon, pour le coup, c'était, on n'avait pas d'a priori hein, sur ce choix. La régularisation anthropique, c'était. Je parle du ouais. coût, en fait. Ok. Le coût, c'était ce qu'on voyait de prévalent dans la littérature. Donc, c'est évidemment la première chose qu'on a essayé. On a testé d'autres coûts. On a testé avec une similarité cosine, essentiellement. On n'a pas testé 1000 autres coups. On a testé avec une similarité cosine, c'est ce qui se fait en général. On teste bien cosine. Et donc, c'est ce qui produisait les meilleurs résultats et c'est ce qu'on a gardé. D'accord, ok. Et donc, la régularisation, le paramètre epsilon, vous l'avez choisi de manière empirique. Oui. D'accord. Donc, vous avez pris. Est-ce que le paramètre que vous avez pris est un paramètre relativement petit ou il reste quand même grand? Est-ce que, en fait, vous avez privilégié côté entropie? Est-ce que c'est un couplage anthropique ou équilibré? Alors, je peux le rechercher, mais j'ai plus en tête la valeur de. Vous avez mis valeur 0,05, mais en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, en fait, elle pénalise plutôt l'entropie ou pas forcément? Est-ce que la pénalité est forte? Non, c'est pas une pénalité extrêmement forte, puisque on ne veut pas non plus avoir une prédiction complètement plate, puisque un élément du support set, intuitivement, on se dit qu'on va vouloir le transporter très fort vers une sous-partie en fait du QoS set, ceux qui sont de la même classe. Donc, bon, sans avoir fait de vraies études de ce qui se passe, de l'évolution du terme anthropique et du terme de coût. L'intuition, c'est ça. Mais voilà, je n'ai pas fait d'études spécifiques pour la valider. Et dans l'expérimentation, vous avez en fait utilisé plusieurs couches convolutives. Vous avez utilisé un ResNet, je ne sais plus. 4 couches convolutives en fonction du dataset. Pourquoi vous n'avez pas pris le ResNet 50? Bon, ça peut être aussi lié à la taille des images, je vais bien comprendre, mais est-ce qu'il y a d'autres motivations? Oui, en fait, comme je disais dans l'ouverture, on a les architectures sur lesquelles on travaille sont en fait fixées. Je pourrais faire des expériences additionnelles avec un ResNet 50 pour montrer des résultats en plus, montrer une amélioration, mais pour pouvoir me comparer aux autres méthodes, je dois utiliser le ResNet 12. C'est ce qui me permet de récupérer pour toutes les autres méthodes des points entraînés et de pouvoir montrer des résultats qui peuvent être suivis d'un papier à l'autre. D'accord, parce que le ResNet 50 aussi, il est en très bien. Oui, il est mais pour le coup, il est minoritaire dans la communauté Future Learning, en particulier sur les petits datasets, qui sont ceux sur lesquels on travaillait, avec des petites images 84 par 84, 32 par 32 pour l'autre dataset. On reste sur des très petits modèles. D'accord, donc c'est plus guidé par le fait que les images du dataset sont
relativement petite. Oui. En fait, c'est guidé par des standards de la communauté qu'on n'a pas, à ce moment-là, remis particulièrement en question. D'accord. Et vous n'avez pas utilisé Dino, Click, non, pas dans ce contexte-là. Pas à l'époque. Alors, il me semble que Dino, c'est postérieur à cette D'accord. conclusion. Et qu'est-ce qu'il en dit de la stabilité quand vous avez fait tourner je parle de la partie test. Est-ce que c'était assez stable? Parce que j'ai bien vu dans les résultats, vous avez rajouté plus ou moins un écart. Vous aviez eu des difficultés au niveau de la stabilité de la méthode? Il me semble que justement l'écart sur la phase de test n'est pas énorme par rapport à ce qu'on observe actuellement. Il est un peu plus élevé parce qu'en fait, tous les domaines shift dans notre dataset ne se valent pas. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à gérer que d'autres. Entre autres parce que pour constituer encore plus de domaines que le nombre de perturbations qu'on avait à disposition, on les a appliqués avec différents niveaux de sévérité. Et donc, les niveaux de sévérité extrêmes donnent une tâche extrêmement difficile. Et comment vous quantifiez la sévérité? Toutes ces perturbations proposées, donc perturbations mises en évidence, ont en fait un facteur de sévérité. Donc, qui, en fait, ça pourrait être de c'est, pour donner une idée, voilà. Il y en a une, je ne sais plus laquelle, ici, c'est la compression JPEG. La compression, on peut définir à quelle idée, on va détruire de plus en plus d'informations. Pour le bruit, c'est la même chose, on peut le faire de plus en plus fort. On a toujours en fait défini un paramètre qui permet de faire varier cette sévérité. D'accord. Et vous n'avez pas rajouté de transformation géométrique? Il me semble qu'on a dû en rajouter. Alors, pendant l'entraînement, c'est sûr, parce que c'est ce qui se fait toujours. Je pense, on n'a pas défini de nouveau domaine par une rotation ou une translation. Logique était que c'était des perturbations qui sont trop classiques. Les entraînements eux-mêmes, toujours, se font en sorte de faire varier justement ces paramètres-là, donc de rotation, etc., pour être spécifiquement robuste. On s'est dit que c'est trop léger. J'ai une autre question naïve. Pour les outils, le client va prendre une photo d'un outil particulier. Et si sur cette photo, il prend une photo avec deux outils, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans votre architecture, vous supprimez cette photo? Sur l'ensemble de la thèse, on s'est concentré sur la classification monoclasse. Donc, on prend l'image en entier, il y a une classe qui sort. S'il y a deux outils, il va y avoir forcément un problème avec la prédiction. On fait donc l'hypothèse toujours qu'il y a un objet d'intérêt sur l'image. Par rapport à l'échantillonnage que vous avez proposé, donc vous avez à partir du graphe sémantique WordNet, vous avez construit un nouveau benchmark. Oui. Alors, est-ce que ce benchmark, vous l'avez testé sur des méthodes classiques de classification few-shot? Oui. D'accord. Et quels sont les résultats? Alors, il faudrait que je démasque une slide. Qui se trouve ici. Hop. C'est trop petit. Voilà. Donc, les résultats sont ceux-ci.
Ce sont un peu petit, mais heureusement, il y a un peu de couleur. Donc, en fait, les résultats, c'est un peu ceux auxquels on s'attend. Qui est que les tâches les plus fines, sémantiquement, sont aussi les plus dures. Donc, ça vaut pour toutes les méthodes. Alors, avec certaines qui plongent plus particulièrement, mais voilà. Plus on rentre en finesse, plus la tâche est compliquée. Et voilà. Vous avez écarté d'emblée le fine-tuning. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Le fine-tuning n'est pas vraiment écarté. Un certain nombre de méthodes de Few-Shot l'utilisent. Le sens principal étant que sur ces volumes-là, on ne peut pas faire le fine-tuning naïf et c'est vraiment parce qu'on overfit sur la donnée très rapidement. En fait, beaucoup de ces méthodes-là utilisent d'une certaine manière le fine-tuning. Mais un fine-tuning assez réfléchi, en fait, uniquement de la dernière couche. Et en fait, au-delà de ça, non seulement on fine-tune la dernière couche, mais en plus, on ne la fait pas partir de zéro, c'est-à-dire qu'on l'initialise comme étant les prototypes. C'est la même forme. On initialise les poids de la dernière couche, donc linéaire, comme étant une matrice qu'on constitue avec chaque verticale étant un prototype. Et ça veut dire qu'avant le fine-tuning, on est déjà sur la classification par prototype. Et ensuite, c'est comme mettre à jour ces prototypes via des descentes de gradient. Le fine-tuning, on va dire partiel. Oui. Et en fait, même ce qu'on fait avec Oslo, c'est une forme de fine-tuning. Seulement, on ne le fait pas par descente de gradient. Ici, on met à jour les prototypes. Ce qu'on fait à la fin, c'est de mettre à jour les prototypes. Simplement, on ne le fait pas en calculant une erreur et en faisant une propagation à travers la couche. On le fait avec un résultat post-form, issu d'un problème d'optimisation. Alors, certes, vous aviez un cahier des charges à suivre. Donc, vous avez travaillé, je parle notamment de la problématique sur les outils. Donc, la question que je me pose, ok, on prend des images et puis on regarde à la base, on lance des algorithmes de fine-tuning et on arrive à trouver la classe de l'objet. Est-ce que vous pensez que est-ce qu'il est possible d'enrichir en fait l'image par du texte? Oui. Alors, on est bien d'accord que le cahier des charges est défini tel quel. Donc, je ne remets pas en cause ce que vous avez fait, mais est-ce que vous pensez que le texte pourrait faciliter la tâche? Avec des modèles spécifiques comme Clip qui sont qui permettent spécifiquement d'exploiter du texte en plus de l'image, oui, il me semble que ça pourrait être. Ça a été tenu, je n'ai jamais considéré ça dans ma thèse. Néanmoins, oui, ça peut faciliter la tâche, pas toujours à disposition. En fait, le fait de donner du texte par exemple, dans le cas de notre prise de photo, où toujours sur un site de e-commerce, l'objectif est d'avoir un parcours utilisateur le plus évident et le plus léger possible depuis l'arrivée sur l'application jusqu'à l'achat d'un produit. Et donc à ce moment-là, si on a demandé déjà à un utilisateur de prendre une photo, que maintenant on lui demande de taper en toutes lettres l'outil, c'est des ventes perdues. Sachant que ça peut éviter aussi des erreurs en tapant le mot. J'ai une autre question concernant la partie. Qu'est-ce que vous pensez du self-supervised? Est-ce que vous pensez que ça peut remplacer le Few-Shot? Pour moi,
Il n'est pas question que ça remplace, et pour moi, c'est ce qui complète, à condition qu'on se positionne intelligemment par rapport à ça. C'est-à-dire que par exemple, dans le papier d'Innover 2, donc, qui est de l'art en self-supervised, avec des représentations extrêmement efficaces, ils font un ensemble d'évaluation de leur espace de représentation sur beaucoup de tâches, ensuite, dont des tâches de fusion. Mais ils n'optimisent pas leur manière ils font leur application sur la tâche de fusion avec, je ne sais pas regarder quel baseline particulièrement, mais sans doute qu'ils le font par prototype ou par un simple fine-tuning. Et c'est là-dessus que nous, on intervient. Parce que nous, on est spécifique sur la tâche de fusion learning. On prend leur représentation qui est excellente, extrêmement bien généralisable, dit, étant donné cette représentation-là, comment on fait les meilleurs résultats à partir de très très peu d'exemples. Je vous remercie pour vos réponses et je vous félicite pour vos nombreuses contributions remarquables. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, je vais donner la parole maintenant à Hervé Leborgne, qui est ingénieur-chercheur au CEA LIS. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi remercier l'équipe encadrante de m'avoir invité. Alors, vous pouvez me demander pourquoi. Je ne suis pas spécialiste de FuseShot. Je m'intéresse à la frugalité, mais je ne suis pas spécialiste de FuseShot. Je me suis dit que c'est parce que j'étais spécialiste de Real Life. Donc, on va discuter de Real Life, je pense. Oui, c'est Rochette. On va en parler justement. Mais aussi d'applications concrètes et de transfert vers l'industrie, justement, vu que je travaille dans l'institut qui s'en occupe. Donc, je vais surtout parler de ce genre de choses. Ça m'intéressait beaucoup. Et donc, avant de parler de tout ça, je vais me joindre au compliment des relecteurs, non seulement pour la présentation de fourri, très clair, tout ce qu'il faut, très agréable. Et surtout pour le manuscrit, que j'ai largement lu et travaillé, voilà, et qui était extrêmement agréable à lire, effectivement, avec une remarque pertinente. Et en plus, voilà, il y avait cet aspect pédagogique, cet aspect un peu rattaché aux applications, à l'industrie, etc., qui, moi, me parlait beaucoup. Donc, j'ai quelques questions, du coup, en ce sens-là. Et donc, la première, c'est... alors, vous faites référence à d'autres, l'adaptation de domaine, au transfert apprentissage, je ne sais plus si vous parlez d'incrémental. Moi, sur le use case numéro 1 du manuscrit, donc, qui est celui que vous reprenez dans votre présentation, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré il y a longtemps. Voilà, et je me suis dit, pourquoi pas en retrieval? Alors, tout à l'heure, dans une question, vous l'avez évoqué, mais j'aimerais revenir parce que du coup, j'ai cherché, effectivement, retrieval. Il apparaît 2 fois dans le manuscrit, dont une fois, justement, dans la légende qui présente le problème. Tout à l'heure, vous disiez que ça pouvait être posé en retrieval. Et donc, je suis d'accord, surtout si, comme vous le disiez tout à l'heure, on va au niveau de l'instance, du matching de l'instance sur le cas des outils. Alors, peut-être que dans d'autres cas, justement, ça ne serait pas le cas. Celui des cellules, par exemple, ça serait peut-être plus compliqué. Donc, pourquoi, enfin, selon les cas d'usage, voilà, d'une manière générale, comment vous pensez qu'il est en pratique pertinent de choisir, de prendre du FuseShot ou du retrieval? Alors, ça avait l'air d'être un cas concret. Pourquoi avoir choisi le FuseShot que le retrieval sur ce cas concret, par exemple? Sachant que moi, je vois quand même, a priori, quelques avantages à faire du retrieval. On n'a même plus besoin de support set. On présente les 5 premiers voisins, ça fait une précision à 5, le client choisit. Voilà, enfin, on peut avoir c'est assez robuste pour des trucs non rigides. Enfin, on peut imaginer un certain nombre d'avantages. Donc, voilà. Et peut-être plus largement, selon les cas d'usage, quand est-ce qu'on choisit le FuseShot ou un autre paradigme? En fait, on choisit souvent un rapport des deux. C'est-à-dire que même si on est en retrieval,
Et en réalité, quand à la fin on a un produit fini, ça peut complètement apparaître sous la forme de retrieval. C'est-à-dire qu'on fait nous, on fait les classifications, mais le score numéro 2, le score numéro 3, le score numéro 4 sont affichés. Mais ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on fait du retrieval qu'on ne va pas utiliser un certain nombre d'outils du few-shot, en particulier, par exemple, l'outil des prototypes. Dans le cas de la classification d'outils, on n'a pas un seul exemple. Enfin, même si on arrive à l'échelle du modèle, on n'a pas une seule image. On a en fait un ensemble d'images qui définit l'outil, la perceuse ZWA4. Et donc, ça peut rester utile de ne pas faire un image retrieval parmi toutes les images qu'on a à disposition, mais par exemple, de calculer un prototype. Non seulement pour débruiter un petit peu le retrieval ou la classification, mais aussi pour des aspects de rapidité de calcul, d'espace de stockage, que si j'ai 10 exemples pour cette perceuse, je ne veux pas forcément stocker les 10, peut-être que juste le prototype me suffit. Et en plus de ça, si j'ai 10 exemples pour un outil, un exemple pour l'autre, je subis le problème du déséquilibre avec un image retrieval qui n'utilise pas ce genre d'outil, alors que si j'ai l'outil prototype, je ne le subis plus. Donc ça, c'est en fait, en pratique, quand on a ce genre de problème à Askera, on a un mix des deux. On utilise des techniques du few-shot et on utilise des techniques de l'image retrieval. C'est extrêmement proche. La thèse s'est concentrée sur la classification, entre autres parce que on part d'un problème qui est très bien défini dans la littérature, et en particulier dans un cadre, donc peu d'exemples. Et donc, c'est le sens de pourquoi la thèse est dirigée par là. Après, dans les applications, il y a des deux. Sauf, évidemment, il y a des cas où il n'y a pas du tout de notion de retrieval, parce qu'on ne suggère pas des choses, par exemple, par connaissance de plateau repas, ça ne peut pas être du retrieval, parce qu'on ne soumet pas un ensemble de plats parmi lesquels l'utilisateur choisit. On prend la photo, on sort un ticket de caisse, donc il faut une classification stricte. Mais il y a quand même beaucoup de cas où le retrieval fonctionne, mais ça n'est pas compatible avec le few-shot. D'accord. Oui, de toute façon, j'entendais bien, je ne l'ai pas précisé, mais j'entendais bien que du thèse, on se place dans des cadres académiques aussi de base, au milieu d'un état de l'art, et voilà, on va tout faire, mais voilà, contribuer. Merci pour la réponse. Alors, donc, comme vous l'avez évoqué, je plutôt travaillé sur le zero shot learning. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais effectivement, des similarités avec le few shot. Le fait qu'il y a, en 2017, si je me souviens bien, il y a eu un petit changement de paradigme. Alors, pour l'illustrer, dans le cas du few shot, est-ce que vous voyez sur la slide 13, je crois, 5, 13. Et disons que dans le manuscrit, donc il y a toutes les définitions entre ces bases, enfin les classes, l'ensemble des classes de base, l'ensemble des classes de test, les domaines de base, de test, etc. Donc j'ai regardé tout ça et en fait à chaque fois il y avait et on se place dans le cas où l'intersection est vide. Donc là, enfin, disons qu'il y aura un troisième ensemble qui serait les bases et vous insistez, donc j'ai vraiment regardé, donc les classes, voilà, les classes de la base sont différentes des classes du support de query. Alors vous êtes surtout intéressé au cas des recouvrements ou pas entre support et query. Il n'y a jamais l'histoire de, vous vous intéressez pas du tout au recouvrement avec les bases, avec les classes de base, et pareil au niveau des domaines. Tout à l'heure, bon, on peut même séparer les deux questions. Disons juste sur les classes. Sur les classes, en fait, alors, il y a deux trucs en fait. C'est déjà, est-ce que c'est pertinent de se considérer que dès lors qu'on est en prod, chez votre marchand d'outils, là, eh ben, on ne cherchera plus jamais à reconnaître les classes de base, c'est-à-dire les produits qui ont été utilisés là-haut.
Enfin, en quoi ça, est-ce que ça pose pas un problème d'un point de vue réaliste? Alors, effectivement, c'est pas réaliste. Enfin, ça dépend, c'est pas forcément pas réaliste. Là, pour représenter, pour donner une bonne idée, il y a d'autres outils dans le BC. Et en réalité, c'est ça. On va expliquer par exemple ImageNet, on va prendre certaines classes pour l'un, certaines classes pour l'autre. Si on avait un dataset, ça, on ferait d'outils, on ferait comme ça. Mais en réalité, par exemple, dans notre cas d'application, le base set, c'est ImageNet. Et le support set, c'est en réalité tout ça, tous ces outils. Alors, ça, je suis d'accord, j'y avais pensé, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'heure des foundation models. Et donc, je veux dire, il y a 5 ans, ok, vous me dites que c'est ImageNet, et la plupart de mes outils ne sont pas dans ImageNet, toujours écrit sur parole, enfin, voilà. Aujourd'hui, non. Les foundation models, ils sont appris sur l'Alliance, sur des trucs très grands, et ça, ce n'est pas des classes extraordinairement rares sur Internet. Donc, il y a du data leak. Enfin, voilà, il y a du recouvrement avec le base-set. L'intersection vide, c'est une hypothèse qui est faite en fait, dans notre protocole d'évaluation. C'est-à-dire que quand on évalue un algorithme en few-shot learning, on veut s'assurer qu'il n'a vu aucune de ces classes. C'est pour assurer qu'on est bien en régime few-shot. Mais c'est un protocole d'évaluation. Évidemment que quand on déploie vraiment un modèle pour reconnaître des outils, on est d'autant plus content qu'il y a eu des outils dans le base-set. Alors, justement, parce qu'en zero shot, c'était un problème, en fait. Vous dites ça rend les choses plus dures. Dans le cadre du few shot, c'est peut-être le cas. En zero shot, en fait, le problème, c'est que dès lors qu'il y avait des classes dans le SIN, vues pendant l'entraînement, en fait, ça crée des biais vers ces classes pendant la phase de test. C'est-à-dire qu'en gros, si on avait vu un zèbre pendant l'entraînement, au moment pendant qu'on apprenait nos mappings, enfin là, votre feature extractor, au moment du test, le système, il disait, le cheval, là, vous me montrez, non, c'est pas un cheval, c'est un zèbre sans rayures. Voilà, voilà, il était biaisé, et donc, il me semble que dans le manuscrit, vous dites plusieurs fois, c'est pour rendre les choses plus... Voilà. J'entends que c'est protocole Pas standard. nécessairement plus dur. Mais pour moi, c'est justement le contraire. Enfin, ça peut être le contraire si je me fie à ce que je vois. Il y a un sous-domaine qui s'appelle Generalized Few-Shot Learning, qui, pour le coup, considère que les classes du base set peuvent réapparaître dans le support set et étudie ce problème-là. Et c'est plus dur ou pas? Non, il me semble que globalement, c'est pas plus dur. Après, en fait, parce que quand c'est bien traité, ça donne un certain nombre d'opportunités pour justement exploiter les classes du base set pour améliorer non seulement la classification sur les classes du base set, sur les classes qui apparaissent dans le support set, mais aussi en fait sur les autres. Alors, je me souviens plus si les résultats ensuite numériques sont faibles. Je me souviens pas d'une étude qui compare vraiment les performances dans les deux cas. Ok. Bon, bah, du coup, ça ressemble un peu à ce qu'on dit. Je vais passer un peu. Sur les transportés de prototypes, donc sur votre contribution sur les prototypes qui bougent par transport optimal, j'ai juste une petite question naïve. Est-ce que vous l'évoquez aussi pendant votre présentation, mais est-ce que le nuage se déforme beaucoup, autrement dit, enfin le nuage, la distribution? Est-ce que vous avez essayé tout simplement de faire la fameuse translation qui serait bête? Parce que je sais que voilà, j'ai un collègue qui l'a fait dans un contexte incrémental et ça marche pas si mal que ça. Une simple translation. En gros, ici, vous translatez votre barissant de votre support set vers celui du query set. Non, on n'a pas essayé ça. Enfin, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, le fait que vous testiez des strong baselines, le KNN, etc. Ça, je trouve ça toujours très bien de tester des idées simples. Et voilà. Donc, est-ce que vous pensez que c'est complètement ridicule ou je ne veux pas dire ça parce que vous me dites que ça marche dans un contexte complètement différent. Non, effectivement, ça ne nous est pas venu à l'idée qu'on pouvait simplement faire. D'ailleurs, j'en ai même fait une, mais ce n'est pas venu à l'idée qu'on pouvait simplement faire une translation et que je n'avais aucune raison que la distribution soit simplement translatée dans l'espace de représentation. Mais
Oui, du coup, peut-être essayer. Ça dépend après voilà, je ne sais pas s'il y a des domaines chiffres ou pas, mais enfin bon, à quel point les formes, ça se tord. On n'a pas fait ce genre d'exploit. Alors, sur le petit 4, juste une petite remarque. Le calcul là, du vecteur moyen qui est à l'opposé de tout positif, j'ai trouvé ça particulièrement élégant et intéressant. Je ne sais pas si vous avez été inscrit quelque part ou. Non, c'était l'introduction non, l'idée de ce prototype, Oui, à l'opposé prototype des positifs, d'Outlier. ouais. Non, si on a été inspiré, c'est dans le manuscrit, mais non, il me semble que c'était. J'ai trouvé ça très malin, je trouve que l'idée, je n'hésiterai pas à la réutiliser. Non, mais je pense parce que ouais, il y a plein de cas où c'est justement problématique. Enfin, non, il y a plein de contextes où c'est problématique et voilà, je garde ça en tête et je pense que ça pourrait être utilisé dans d'autres contextes. Alors, quelques questions autres. Ah, je vais sauter celle-là. Oui. Sur les mesures de coarseness, vous aviez utilisé donc une mesure sémantique, vous l'avez choisi pour une certaine raison, parce que vous savez qu'il en existe d'autres sur WordNet, mais il en existe d'autres dans l'absolu. Oui, je l'ai utilisé parce que c'était ce qui est devenu plus naturellement. C'était en fait la première chose qu'on a testée. Il n'y a pas eu d'ablation sur les différents moyens de mesurer une distance sémantique. Dans le sens où, alors on aurait pu, mais le signal était suffisamment convaincant pour en fait ce qu'on voulait faire, qui était mettre en évidence un biais et le corriger. On n'a pas poussé à tester plusieurs distances pour trouver cette même chose. Je vais juste donc, sur un peu la real life, from the real life, et donc dans le chapitre 6, à un moment, vous partez des mesures de à quel point le support set est représentatif. Et puis, donc vous auriez pu, je pense, utiliser le min posture factor. Enfin, vous définissez avec une distance au prototype et vous dites ça ne prend pas en compte les relations, mais finalement, quand au chapitre précédent, si je me souviens bien, vous calculez, vous faites une mesure qui prend en compte justement un peu ces relations en prototype avec en regardant à quel point les points sont dans la boule unité autour de chaque prototype ou pas. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, tout ça, ça dépend finalement essentiellement, comme c'est expliqué, hein, de la représentation feature qui est utilisée avec ResNet 12 dans votre cas, et donc finalement de la vérité terrain qui a été utilisée pour apprendre vos représentations. Mais d'une manière générale, est-ce que, et ça je pense que parmi tous les biais qui peuvent exister dans un certain nombre, mais est-ce que la vérité terrain existe? C'est-à-dire, autrement dit, dans des cas pratiques, c'est pour ça que dans vos cas pratiques que vous avez pu rencontrer sur le terrain, est-ce que vous avez déjà constaté, parce que le cas, hein, moi, dans pas mal, de gros problèmes de biais liés à l'accord interannotateur. Au sens où là, on a une vérité terrain, mais sauf qu'en pratique sur le terrain, les gens ne sont pas d'accord. Typiquement, si vous demandez à des gens d'annoter des images, même des professionnels, il va y avoir des petites variations pour des raisons multiples. Je vais vous citer, je ne sais pas, déjà, peut-être juste un exemple bête et méchant qui est arrivé le mois dernier. On a fait évaluer par des utilisateurs normaux des images, créées par des images, voilà. Il fallait savoir si l'image était bien représentative, représentait bien, disons, deux objets particuliers. Et on dit, est-ce que dans cette image, vous avez un éléphant et un cheval et un zèbre?
Il y avait une des photos où il y avait un cheval avec 5 pattes. On demandait est-ce qu'il y a un cheval et un zèbre. La plupart des gens ont dit non. Sauf une personne qui a dit bah si, s'il a 5 pattes, c'est forcément qu'il y a un zèbre derrière le cheval. Et donc, comme ça, sur un certain nombre de requêtes, en fait, l'accord internotateur parfait n'existe pas. Et par exemple, dans votre use case là, sur la maintenance, on peut tout à fait imaginer que si vous faites annoter par des professionnels, cette pièce, la pièce que vous voulez remplacer, là, vous faites annoter par les gens avec leur smartphone, on leur demande de dire est-ce que c'est la bonne pièce qu'on renvoie, qui vous est renvoyée pour remplacer la pièce. Un professionnel va dire celle-là non, mais je vais mettre oui parce que je sais que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Au sens où, en fait, la vérité des terrains qu'on utilise dans le monde académique, sur les benchmarks, est très arbitraire. Et en fait, dans la réalité, c'est souvent bien flou. Et donc, dans le cas dans un cas je sais pas, ce type de biais, est-ce que vous le rencontrez? Est-ce que ça a des implications quand on a en plus la peu de données? Alors, ça va. Je me souviens pas, depuis que je suis à Sicaran, d'avoir vu ça, des désaccords annotateurs comme un problème majeur. En général, on est quand même sur des problèmes avec une vérité objective. Il peut y avoir des accords deux annotateurs, mais qu'en vérifiant, on arrive toujours à quelque chose de satisfaisant. Et peut-être aussi, on se facilite la vie, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose dont on ne peut pas dire ce que c'est, on va plutôt la sortir du dataset. Non, du coup, ça, je ne me souviens pas que ça a été un problème. C'est important de sortir une solution algorithmique. En tout cas, c'est aussi des problèmes de classification, la plupart du temps, des images retrieval. Et que c'est des problèmes un peu par nature plus simples que de la description d'image, comme vous le décrivez avec le cheval et le zèbre. Pour la maintenance, effectivement, c'est des objets. Donc là, c'est des cartes où la similarité est tellement forte entre les objets qu'on peut se tromper. Mais ça va qu'on soit remonté à un moment, on avait un problème de performance et on a remonté la source, c'était ça. Oui, mais enfin, la personne ne se trompe pas forcément. C'est-à-dire que le système lui renvoie une pièce proche qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la même. Et en fait, s'il l'accepte, ça marche en pratique. Il n'a pas forcément tort. Et enfin, c'est ça que bon. Okay. Moi, ça, enfin, pour le coup, c'est des cas très pratiques. Et d'une manière générale, enfin, pour revenir, pour prendre un peu de recul, est-ce que vous considérez que l'évaluation, puisque vous en parlez beaucoup, comparer l'évaluation dans le monde académique et dans le monde industriel, comment, quelles sont les différences fondamentales? Disons que ça fait suite des conversations que j'ai eues avec un collègue il y a longtemps. Disons que moi, je trouvais que le monde académique, c'était beaucoup plus dur, et lui disait que c'était le monde industriel qui était plus dur. Parce que, lui, il trouvait qu'il y avait beaucoup de cas difficiles, exceptionnels, et moi, je trouvais que, en pratique, vu que les gens n'ont pas non plus, s'ils n'ont pas beaucoup de données pour apprendre, ils en ont encore moins pour évaluer, et en pratique, c'est souvent évalué un peu empiriquement, on va dire, un peu sur des POC, et avec très peu de données, des métriques pas très rigoureuses, c'est un peu ça marche, t'inquiète frère. Voilà, c'était un peu. Puis on convainc le décideur à partir de quelques exemples. C'était voilà. Après, ça dépend. Hein, évidemment, il y en a qui fournissent des bases de données, qui font la même chose que ce qu'on rencontrait aux articles. Oui, bah c'est notre expérience aussi. Quand on arrive sur un projet, on est souvent sur des volumes extrêmement petits. Parce qu'il y a une image par classe, et le problème qu'on a une image par classe, c'est comment est-ce qu'on constitue, comment est-ce qu'on fait du test. Ouais, qu'une image, et en plus, quand on est en full-shot, on a besoin d'images pour définir nos classes. Donc, si on a une image par classe, on a juste réussi à définir nos classes et on ne peut plus faire de test. Donc, oui, c'est le premier problème. Et donc, souvent, on développe première baseline, on a des premières métriques. Donc, si on ne reçoit pas une image par classe, il y en a quelques-unes. On a des premières métriques.
sur bien un vrai dataset ou bien ce qu'il trouve le plus proche. Et après, une fois qu'on a ça, l'enjeu, c'est évidemment d'acquérir de la donnée. Ça, c'est toujours l'avantage quand on a un feature, c'est qu'on a juste besoin d'acquérir de la donnée pour faire un dataset de test, pas autant que pour entraîner, mais il faut toujours le faire. Et ça rend évidemment le problème d'évaluation. En plus que la métrique pertinente dans l'industrie, c'est pas forcément toujours la précision moyenne. On va aussi regarder beaucoup plus de choses et c'est dur de le faire avec les autres. Oui, et puis on n'évalue pas forcément la même chose. On évalue un système dans son ensemble, on peut changer éventuellement même de protocole. Enfin, si finalement, plutôt que de prendre une photo, vous pouvez autoriser la personne à prendre une vidéo avec son téléphone et regarder pendant une seconde ou deux, ça fera plusieurs requêtes finalement. Voilà, du coup, il faut une métrique globale, mais c'est toujours aussi possible quand on prend une vidéo et qu'on sort avec une classification de l'objet, il y a plusieurs briques algorithmiques on peut évaluer chacune. Très bien, je vous remercie. Bon, ben, merci. On va donner la parole à d'autres examinateurs, docteur Olivier, qui est maître de conférence à l'Université de Dauphine, Paris, Sciences et Lettres. C'est comme ça qu'on dit. Salut, merci. Ben, je suis très content d'avoir été invité à jury. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la présentation. J'ai beaucoup aimé lire le manuscrit. J'ai beaucoup aimé surtout la démarche scientifique et l'interrogation interroger des benchmarks, essayer de voir, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche, enfin, pourquoi on nous dit que ça marche, et finalement, est-ce que ça marche vraiment bien, de proposer des trucs plus compliqués, d'essayer d'aller voir plus loin. Et voilà, du coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette et très intéressant. Et alors, il va y avoir un peu un fil conducteur dans mes questions. Et moi, je me suis posé des questions sur les hypothèses sous-jacentes qui sont faites par les modèles que vous utilisez. Par exemple, et ça, je rebondis sur la question d'Hervé sur le transport optimal. Dire, est-ce que finalement, une simple translation, ça n'aurait pas suffi? Finalement, d'utiliser le transport, en fait, si ça marche, en tout cas, ça veut dire qu'a priori, il y a peut-être des types de modifications pour intervenir dans l'espace de l'embedding qui finalement n'arrivent pas dans votre cas. Ce que je veux dire, c'est que si le transport optimal marche, c'est qu'a priori, il n'y a pas de rotation dans l'espace, que les distributions elles ne sont pas affectées par des rotations, sinon votre transport il ne marcherait pas du tout. Donc, voilà, ça c'est une partie. Enfin, du coup, finalement, d'utiliser du transport optimal, ça vous restreint sur certaines transformations ou certaines hypothèses qui peuvent se passer dans votre cadre. Et cette question-là, elle se pose aussi, du coup, quand vous utilisez la phase de prototypage. Qu'est-ce qui ferait, enfin, à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas des hypothèses qui peuvent expliquer que le prototypage, il marche bien? Oui, alors, quand on fait un prototypage, comme ici, on revient au prototypage de base, il y a quand même une hypothèse, et c'est qu'on modélise notre modèle de classification, c'est en fait une mixture de Gaussian, avec un seul cluster par classe. Donc, là, il y a une hypothèse qui est faite sur la donnée, c'est que chaque donnée peut être clusterisée dans un seul cluster. Les tondeuses, elles ne sont pas un peu là, un peu là. Et ça, effectivement, quand on va l'appliquer, et c'est une question qu'on s'est posée plusieurs fois, justement, dans des vraies applications, est-ce que je peux supposer que mes classes, c'est un seul cluster? Et ce qui a mené à un certain nombre d'expériences sur nos cas, pour voir si on pouvait faire plusieurs prototypes par classe, et à ce moment-là, quel était le nombre de prototypes optimal, et ça. Mais ça, en fait, c'était pertinent de le faire, nous, dans notre cadre d'application, parce que c'est très, très dépendant de la donnée. Si on fait une étude sur les datasets académiques, je ne sais pas à quel point elle va s'exporter sur n'importe quel cas d'usage pour dire il faut 3 prototypes. Après, je pense que c'est un bon premier aussi parce que finalement, le cas de Gaussien, la mixture de Gaussienne, elle est, en tout cas là dans votre cadre, c'est une mixture de Gaussienne, a priori des Gaussiennes isotropiques, avec du coup chaque variance à la même classe.
Et il n'y a pas de direction privilégiée dans l'espace des embeddings. Donc finalement, il n'y a pas trop de paramètres. Et finalement, quand on a few shot, on n'a pas beaucoup de données. Finalement, ça se fait plutôt bien. Donc je pense que c'est le bon compromis, parce que si on voulait complexifier, finalement, on ne pourrait plus apprendre le modèle. Donc c'est peut-être aussi par là que finalement, les hypothèses matchent bien à votre cadre. Et du coup, voilà, c'est pareil. Donc ça, c'était les questions sur la première contribution. Sur la deuxième contribution, finalement, on peut se poser les mêmes questions. Alors, vous n'avez pas présenté OSTIM, mais finalement, moi, ce qui m'a un peu questionné, c'est finalement les hypothèses. Enfin, une des hypothèses qui est faite, c'est que les outliers, ils sont vous modélisez ça comme une K plus unième classe, on va dire, un K plus unième cluster, et que donc les outliers sont denses et homogènes. Et finalement, c'est pas vraiment des outliers si c'est ce cas-là. Parce que les outliers, a priori, on les imagine pas vraiment dans ce cadre-là. Et donc c'est pareil, c'est pas vraiment discuté dans le manuscrit. Est-ce que ce cadre-là, il est vraiment réaliste? Alors, c'est effectivement, il y a une hypothèse sous-jacente quand on construit simplement un prototype pour l'ensemble des outliers. Après, ça tient plus facilement quand on est dans le cas la formalisation le formalisme d'évaluation du problème tel qu'on l'a actuellement, c'est-à-dire, donc, ce qui nous a été légué par les papiers précédents dans Future OpenSet, qui est de dire les outliers ils viennent de 5 classes, 15 exemples par classe. Et là, ça se tient plutôt bien. On a fait l'expérience de les faire venir de n'importe où, toutes les autres classes. Et on peut le retrouver dans le manuscrit, je ne me souviens plus de ce que ça a donné. Il me semblait pas que ça s'effondre complètement, parce qu'effectivement, on peut se poser la question de pourquoi, alors que après, l'important, c'est quel est le plus proche. Et comme on a aussi cette normalisation, on peut essayer de construire les 5 autres prototypes, celles des vraies classes. C'est ce qu'on a essayé de montrer sur le schéma, mais de se diriger dans une région de l'espace, et qu'en fait, il reste la moitié de la sphère-unité qui est disponible pour les outliers. Oui, parce que c'est vrai que c'est ce que le schéma montre. Finalement, il y a une séparation linéaire entre les outliers et le reste. Donc finalement, oui, on peut le faire comme une K plus unième classe, et ça se fait bien. Enfin, dans le cadre où on se dit que finalement, c'est une requête, ou une classe qu'on n'a pas encore vue, effectivement, ça avait sens qu'elle soit homogène. Et du coup, c'est finalement, je trouve, une amélioration qu'apporte Oslo, de dire, non, l'autre classe, je ne la modélise pas comme quelque chose de dense, mais je mets plus ou moins, je pousse les outliers à avoir une distribution uniforme, ce qui colle plus un peu à la définition classique de ce qu'on fait des outliers. Et voilà, j'aurais trouvé ça intéressant de discuter un peu les différences, en tout cas l'incrément que proposait Oslo, au-delà du reste, puisque la méthode est vraiment chouette finalement, quand on voit tout ce qu'elle propose. Et donc finalement, Oslo, il est modèle agnostique sur l'embedding, mais est-ce que vous avez testé quoi comme type de modèle? C'est quoi les loss que les modèles utilisaient plus ou moins à la fin? Pour préciser, est-ce qu'ils étaient tous basés sur de l'acrocentropie? Non. Non, on a des entraînements, alors on voit là. Ici, alors, on a un ResNet 50 avec un semi-multi-supervised, un semi-supervised, et là, supervised, donc l'acrocentropie. Ici, un MP mixeur, alors, MI, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est sur ImageNet 21K, supervisé ici sur ImageNet 21K. Et là, on a deux méthodes de self-supervised, une méthode supervised et un Eclipse. Donc, on a une variété aussi dans la stratégie d'entraînement. On peut aller plus loin, il y a encore plus de modèles. Mais c'est important pour nous déjà d'avoir ici du semi-supervised, du semi-supervised, du supervised et du self-supervised. Parce que du coup,
moi, derrière, intuitivement, ce que je me dis, c'est que si votre modèle derrière, il y a une mixture de gaussienne, ou plus ou moins une mixture de gaussienne, ça va bien marcher si votre embedding pousse vers des mixtures. Et du coup, est-ce que ce serait pas finalement en tout cas, est-ce que ça va pas marcher bien sur des architectures qui produiraient dans l'espace des embeddings des mixtures de gaussienne? Est-ce que finalement, c'est pas une propriété qu'on est en train qui serait commune à ces différentes architectures? Après, oui, bah, c'est en général une propriété qui est recherchée aussi dans l'apprentissage de représentation, qui veut pouvoir généraliser un grand nombre de tâches de reconnaissance d'image, de pouvoir créer des clusters gaussiens isotropiques qui correspondent à des concepts sémantiques qui existent. C'est une propriété qu'on recherche. Dès qu'on va vouloir faire de la classification, on va rechercher ça. Ou de l'image retrieval. Ouais. Donc, effectivement, il y a une hypothèse qui est faite. Après, Oslo, c'est une expression pour optimiser une vraisemblance. Il n'y a rien qui empêche de l'appliquer théoriquement avec un autre modèle paramétrique. Il faudra que vous refassiez les régressions, mais je ne le ferai pas moi, mais c'est complètement possible à refaire. Non, mais du coup, c'est intéressant du coup, ce que vous venez de dire, c'est que effectivement, les modèles, ils sont connus pour essayer de faire des clusters dans l'embedding et il va y avoir notamment des mixtures de Gaussian. Donc finalement, les hypothèses qui sont sur les méthodes que vous avez développées, elles sont totalement logiques. Et bon, il y avait ce lien qui, du coup, je trouvais un peu manquant et un peu dommage de pas souligner, parce que voilà, finalement, les modèles, quand on les voit poser, on se dit ouais, mais l'hypothèse, pourquoi on fait ça? Et finalement, ces hypothèses, elles émergent des résultats empiriques qu'on trouve sur les réseaux, sur l'embedding des réseaux de neurones. Alors, oui, et du coup, ça pose aussi la question de est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin, finalement, de ne pas essayer d'apprendre des réseaux si on veut que ça pousse vers à faire des clusters de classe, on ne serait pas un algo à juste faire du clustering bête et méchant. Sur quelles données? En gros, on a plein de données, on dit vas-y, fais-moi un clustering sur ces données-là, prends-moi un embedding, maintenant l'embedding, je vais essayer de l'utiliser pour faire du few-shot derrière. Alors, je suppose que ça doit être une méthode d'entraînement de self-supervised qui existe. En fait, je pense, une méthode type Dino, en fait, il y a une partie du travail qui est de travailler des clusters. Et donc, c'est beaucoup de directions dans la recherche en modèle fondation qui suit cette logique-là. Je vais juste finir. Une dernière question, c'est donc il y a plein de résultats expérimentaux que vous avez montrés dans le manuscrit et dans la présentation. Et c'est quoi la significativité des résultats est-ce que vous avez fait des tests statistiques sur les différents résultats que vous avez montrés? Il y a une procédure qui est celle qu'on suit en short learning, qui est du coup de générer un grand nombre de tâches aléatoirement de few-shot à partir d'un stade de test avec une sélection uniforme et de répertorier la précision moyenne et l'intervalle de confiance à 95%. Okay. Donc ça donne une mesure qui est reportée a priori dans tous les tableaux. Ça donne une mesure de la significativité des résultats sur la distribution du dataset de test. Okay. Bon, merci Florent. Donc, avant de laisser passer la parole à l'équipe encadrante, je vais me permettre quelques questions vite fait. Moi aussi. Prototype, pourquoi pas faire des SVM? Alors, qu'est-ce qui a guidé le choix d'utiliser une méthode de prototype? Enfin, moi, j'aurais fait des SVM, tu vois. C'est vrai. Alors, historiquement, je ne sais pas.
mais c'est la méthode qui est restée, qui s'est imposée et qui D'accord. a. C'est une habitude scientifique, C'est une habitude évidente. scientifique. Après, c'est une des efficaces. C'est intéressant parce qu'elle est interprétable. Dans le cas dans l'idée qu'en fait, plutôt que de comparer à un ensemble d'images pour chaque classe, en fait, on compare à une seule image. Elle est artificielle, elle a été créée comme la moyenne des autres, Oui, dans l'espace de la présentation. dans l'espace de la présentation. Oui, c'est plus une image. C'est plus une image. Bon. Mais Ok. interprétable, c'est Alors, un fameux. oui, ok. Alors moi, je vais prendre le contre-pied, le metric learning. Donc, ouais, dans le slide 23, là, donc, il y a eu beaucoup de discussions là, en disant, mais alors pourquoi la méthode de distance euclidienne? Et puis donc, on nous a dit, bah, tiens, fais juste la translation des prototypes et puis ça va marcher roule ma poule. Mais d'un autre côté, pourquoi on ne ferait pas du metric learning sur CIJ? Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose? Sur Apprendre CIJ? apprendre CIJ. Bah oui. Parce que si j'ai la sémantique dans ma représentation, peut-être j'ai plusieurs caractéristiques qui sont bien sémantisées, qui vont représenter, tu vois, pour l'empattement ou tel aspect, etc. Et c'est la combinaison de ces caractéristiques qui définissent des classes. C'est quoi la nature de cet espace de représentation? C'est ça, in fine. On pourrait l'apprendre. Après, ça va à l'inverse de la logique qu'on a commencé à suivre, qui est de justement apprendre le moins de choses et de dire on apprend un espace de représentation et ce qui se passe sur l'espace de représentation, on apprend minimum. On essaie au maximum de faire des choses interprétables et avec des solutions qui viennent naturellement. On pourrait apprendre, je suppose, même sur le base set, on pourrait apprendre une fonction CIJ. À toutes les données, c'est vraiment caractériser l'espace de représentation. Alors après, sur la méthode norvégienne, à Oslo, slide 28, on va passer les slides vite fait. Voilà. Alors, ouais, super. Donc, tu génères plein de common corruptions. Et là, je me suis dit, mais alors, pourquoi pas utiliser des groupes adversaires pour essayer de générer justement les frontières de domaines. Oui, pourquoi pas. Donc, en fait, la question derrière, c'est, en fait, quand tu as des classes, cette espèce de reconnaissance de OpenSet, hein, pour moi, je les vois comme un problème de rejet. Et donc, c'est des classes que je connais et j'ai envie de construire une boule autour de ces classes puis de rejeter ce qui est en dehors des boules. C'est ça. Mais ce n'est pas tout à fait l'approche qui est. Alors, non, c'est pas l'approche de la construction de l'algorithme Oslo. Ouais. Pour Ostim, c'est un petit peu l'approche, en revanche. D'accord. Ah, ben alors là, donc ça marche moins bien qu'Oslo. Ça marche pas tellement. Enfin, ça varie en fonction des cas d'application. Voilà. Alors, après, donc, j'ai bien entendu la discussion dans l'application. Justement, je me posais la bonne question en real life. Mais en fait, quand ces applications sont déployées, au début, évidemment, on a peu de cas, mais à partir du moment où les gens vont commencer à l'utiliser, ils vont déposer des images. Et plus ça va aller, plus tu vas avoir d'exemples, justement. Oui. Donc, est-ce qu'il faut avoir une approche online de ce few-shot learning ou d'incrémental? Alors, pour nos problèmes-là, avoir une vraie approche online n'est pas forcément nécessaire parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une réaction en temps réel pour l'exploitation des images qui arrivent. Ça peut améliorer, mais ce n'est pas forcément le plus pragmatique. Par contre, effectivement, ce qu'on essaie de faire toujours, c'est d'avoir un premier modèle fonctionnel en production, parce qu'à partir de là, c'est utilisé, à partir de là, on récupère de la donnée. Ce qui permet, une fois qu'on en a suffisamment, éventuellement de réentraîner, mais même avant ça, de les utiliser pour mieux garnir notre support set. Et alors donc, du coup, ça suggère une dernière question qui est effectivement, donc de tout ce travail, quelles sont les parties qui ont été vraiment mises en œuvre industriellement pour résoudre des problèmes? Les prototypes transportés, avec le succès que je décrivais tout à l'heure. Donc, Oslo, pas encore. C'est une volonté de le faire. En tout cas, je l'ai mis dans la boîte à outils. Et sur un certain nombre de projets, ça peut être utilisé. Il faut que ça rentre. Évidemment, ça rentre dans un flux. Ouais, il faut surtout qu'à un moment, la priorité par rapport à tout ce qui peut exister dans un projet de machine learning, voire même de son déploiement sur une appli mobile, etc., la priorité, ce soit de mieux reconnaître les exemples OpenSet. En entendant ça. Bon, merci beaucoup. Voilà, donc on va donner la parole à l'équipe enseignante. Je vais peut-être commencer par Myriam Tani, qui est maître de conférence à Centrale Supélec. Okay.
pense qu'on va principalement se donner des remerciements. Moi, j'ai envie de commencer par tes qualités professionnelles. Toujours été constant dans le travail, rigoureux, organisé. Tu savais bien planifier ton temps, tenir tes échéances. Et du coup, c'est très confortable pour superviser tes travaux de thèse. Donc, merci pour ça. Et puis, tes qualités scientifiques, ça fait penser les enjeux de tes travaux. Je vais pas revenir là-dessus. Et puis, je laisserai Sikara en dire plus, mais tu n'as pas fait que ça. Tu t'es aussi investi dans l'entreprise, donc tu as été capable de faire plein de choses et en même temps de faire un travail de qualité. Donc, voilà, merci. Bien, merci. Céline Hudlot, qui est professeure aussi ici à Centrale Supélec, c'est ton tour. Merci Stéphane. Alors, moi déjà, je vais commencer par remercier les membres du jury d'avoir accepté, vous avez remercié de vous avoir invité, mais merci d'avoir accepté d'expertiser ces travaux de thèse. On est aussi conscient de vous avoir envoyé le manuscrit pendant la pause estivale, donc voilà. C'est bien d'avoir une thèse comme livre de chevet pendant les vacances, mais c'est bien d'avoir d'autres choses que des thèses pendant les livres, livre de chevet pendant les vacances. Bien sûr, je voudrais remercier Sikara parce que c'est quand même grâce à eux que cette thèse a été possible. Et puis, je pense que Vincent l'a dit, je pense que c'est un vrai succès pour une thèse CIF. Parce qu'effectivement, ce que vous aviez comme cas à Sikara a alimenté nos réflexions scientifiques, je pense que tout au long de la thèse, en fait, et ça, c'est super, super positif. J'espère sincèrement que voilà, vous allez en tirer des choses aussi chez Sikara, c'est déjà le cas, mais voilà. Bon, et puis, Étienne, félicitations, évidemment. Non, voilà. Donc, Myriam l'a dit, tu as énormément de qualités humaines et énormément de qualités scientifiques qui font que cette thèse, ça a toujours été un plaisir de travailler avec toi. D'une certaine manière, moi, tu m'as un peu bousculé dans mes organisations de travail parce que tu es autant organisée que moi, je suis désorganisée. Donc, voilà, il a fallu aussi que je m'adapte un petit peu à tout ça, ce qui est très bien. Mais voilà, il y a eu quelques ratés des fois, des réunions au début, des choses comme ça. Donc, voilà, et voilà, j'espère que tu trouveras ce que tu recherches dans la suite de ton parcours professionnel et puis je suis sûre que là où tu seras, je serai très contente de t'avoir. En tout cas, c'était un plaisir de croiser ton chemin. Bonne continuation. Voilà, merci. Marc Guier, professeur aussi ici à Centrale Supélec, à la fin. Merci. Moi, ça va être un peu plus rapide, il faut quand même être clair. J'étais directeur de thèse, mais administratif, en fait. L'encadrement a été fait surtout par Myriam et Céline. Des activités de recherche sont quand même très éloignées des miennes. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, comme d'habitude, je l'avais vu déjà au mi-terme, c'est que tes présentations, j'ai l'impression d'être un spécialiste à la fin. Tu es vraiment quelqu'un qui a une pédagogie qui est vraiment très forte. Et ça, pour ça, je tiens à te féliciter parce que c'est quand même des sujets, même s'il y a des images, même si c'est très, très, très à la mode, on entend beaucoup parler, etc. Mais quand même, tu es capable d'expliquer des choses non triviales. Et on arrive à la fin, même si je suis scientifique de mon côté aussi, mais de devenir pas spécialiste, mais d'avoir compris. En tout cas, donc vraiment, je te félicite sur cet aspect pédagogique. Et puis, je te remercie pour une autre chose, tu m'as demandé aucun travail. Et bien, félicitations et continuation pour le site. Bien, merci. Il y a Antoine qui fait partie du jury qui ne va pas apparaître sur le. Non, il n'apparaît pas. On est limité à 8. D'accord. Eh bien, Antoine, alors si tu veux faire un petit commentaire ou poser des questions. Tout d'abord, merci beaucoup aux membres du jury. En plus, on est tous présents en présentiel aujourd'hui, donc c'est quand même un plaisir de se voir en vrai. Et pour toutes vos questions que j'ai trouvées très pertinentes et qui me parlent beaucoup, moi, qui vois des cas industriels concrets de terrain. Je trouve que c'est une belle rencontre entre le monde académique et ce qu'on fait concrètement sur le terrain. Je veux te féliciter, Étienne, et te remercier pour ces 3 années à Sikara et la qualité de ton travail et surtout ce que tu as apporté à la boîte. Je pense que ça va bien au-delà du travail académique que tu as fait et je joins mes félicitations à celles qui t'ont déjà été faites. Je pense que tu as apporté beaucoup plus que ça à Sikara, notamment sur la culture et le pont entre le monde académique et ce qu'on fait chez nous. Merci pour ces 3 années.
Bien, merci Antoine. Bon, comme la tradition le veut, je demande si dans la salle un docteur aurait une question. Mais comme la tradition le veut aussi, aucun docteur n'a des questions. Donc, le jury va se retirer pour délibérer avant que les jeunes publics soient là. Normalement, on doit pouvoir se retirer juste à côté. Alors, Juste que retirez. j'arrive à ouvrir la salle, mais vous retirez aussi. Bon. Bien, pour Car-Étienne. Le jury a trouvé que tu as fait une excellente présentation, claire, dynamique, structurée et très pédagogique. Tes travaux donc, dans le domaine de l'apprentissage avec peu d'exemples pour la classification d'images. Tu as bien mis en évidence tes nombreuses contributions que tu as publiées dans des bonnes conférences du domaine. Donc, le jury a apprécié ton positionnement, on l'a dit, fait remarquable pour une TESCIFRE qui à la fois intègre les contraintes industrielles et les contributions de la communauté scientifique. Donc, ton travail, comprenant de nombreuses contributions, la séance de questions a été intense et scientifiquement riche, mais elle a clairement fait ressortir donc, ta maîtrise du domaine, et non seulement du domaine, mais des domaines connexes. Elle a montré ta capacité à mettre ton travail en perspective et à identifier des pistes prometteuses. Alors, pour toutes ces raisons, le jury est convaincu que tu as toutes les qualités pour poursuivre une belle carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, et on propose de te décerner le grade de docteur de l'Université de Paris-Saclay. Et je t'en félicite. Voilà. Félicitations, on peut applaudir le candidat. Donc, je t'invite à prêter serment. Donc, voilà. Le serment des docteurs. En présence de mes pairs, parvenu à l'issue de mon doctorat en informatique, complexité des systèmes, et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Bravo. Merci. Merci d'avoir. Normalement, on me dit qu'il faut le faire là. Merci. Ça tombe bien, je voulais commencer par vous remercier d'être là tous ici, d'avoir lu mon manuscrit au mois d'août et après d'avoir quand même été très gentil avec moi. C'est des questions bienveillantes, pertinentes et je suis très content de cette session. Donc, merci à tous les membres du jury. Au sein du jury, merci à Myriam et Céline pour votre encadrement pendant 3 ans. Il est aussi extrêmement bienveillant, toujours souriant, efficace. Et merci pour tout ça. Merci à Antoine qui est mon superviseur depuis 4 ans et demi et mon premier stage qui est, je crois que le seul chef que j'ai eu depuis le début de ma vie professionnelle. Et le meilleur, ça peut être dur d'en avoir un autre. Je pense qu'on fonctionne bien ensemble. J'ai beaucoup aimé travailler pendant tout ce temps-là avec toi. Et je souhaite le meilleur pour les prochaines années que tu passeras sans moi. Merci PH d'avoir accueilli dans ton entreprise et d'avoir accepté de lancer une TESCIFRE, donc un engagement sur 3 ans pour une boîte qu'on avait moins de 3 à l'époque. Et c'était un
beau pari fait sur un projet, mais aussi sur moi, et j'en suis très reconnaissant. Et merci et bon courage. Je voudrais aussi remercier mes parents qui sont là et qui ne m'ont jamais poussé vers la recherche. Donc, Dr Benquin et Dr Alpert, stars des universités en mathématiques, qui m'ont jamais poussé où que ce soit, et qui j'avais pourtant été très clair que je ne ferais jamais de recherche. Merci d'avoir respecté moi. Merci à vous tous qui êtes là et aux 4 personnes d'être là et en particulier évidemment à mes frères qui ont fait le chemin pour me voir passer cette nouvelle étape de ma vie. Je suis toujours très content quand vous êtes là. Et voilà, le reste, vous savez, un grand merci global, en particulier à nos étudiants de Centrale que je ne connaissais pas avant et qui ont décidé de venir nous écouter pendant 2 heures. J'espère que c'était cool. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire.